Bienvenue dans Rest in Pellicule, le podcast des Time Sleep qui réanime les films qui se sont fait démolir. Ils ont subi un échec commercial ou bien un accueil public catastrophique. Le temps d'un épisode, on revient sur leur cas. On les exhume de leur crypte, on leur remet le courant et on voit ensemble si on décide de les sauver ou non. Et vous avez vu le titre, aujourd'hui, le film qu'on réanime, c'est Eragon. Tu es une fille? Oh, je ne crois pas ça. C'est une dragueuse. Oh, non, je veux dire une jolie jeune dragonne. Pour en parler, moi c'est Eric, et petit tour de table des gens qui sont réunis autour de moi aujourd'hui. Alors tout d'abord, il est fan de reptiles, d'ailleurs il a 2 serpents chez lui. 4. Il a choisi le film du jour, et c'est probablement pas un hasard si c'est un film du coup avec un dragon. Il est tellement fan de reptiles que je serais pas étonné qu'il ait un tatouage sur la fesse gauche, c'est Tuggual. Coucou. Alors dis-moi, Eragon, en un seul mot, ça t'évoque quoi? Alors en un mot non, mais juste, c'est quoi leur nom? Oui, c'est vrai que c'est une question qui se pose pas mal. Ensuite, à sa gauche, il passe pas mal de son temps libre à faire des jeux de rôle dans des univers de fantasy, donc ça veut dire qu'il s'y connaît probablement bien en dragon. J'y bois de petites questions comme ça, t'as pas besoin de te justifier. Entre Smaug, le dragon du Hobbit, et Bahamut, dragon de Final Fantasy, c'est quel le plus fort? Oh Bahamut. 200%. Ok. Question horrible. Et pour toi, Eragon, en un mot, ça t'évoque quoi? Alors, c'est bien un dragon parce qu'il a 4 pattes. Si c'était une wyvern, il aurait que 2. J'y ai pensé. Le débat, est-ce que c'est une wyvern, une vouivre ou un dragon? C'est bien un dragon, c'est pas une vouivre. Très bien. Et ensuite, elle adore les Pokémon, mais comme elle est féministe, les Pokémon qu'elle aime le moins, c'est les Reptincelles. Et ça veut dire que son plus grand souhait dans la vie, c'est qu'un jour, tous les Reptincelles du monde disparaissent parce qu'ils vont tous évoluer pour devenir tous de jolis dracs au feu. Absolument, oui. C'est Léa, merci. Bonjour Léa. Bonjour. Alors, Eragon, pour toi en un mot? Alors, dragon, il n'y a pas de lézard, nous ne parlons pas la même langue. Quoi? C'est dans Mulan, un culte. Pardon, j'ai pas la... J'ai pas la ref non plus. Waouh. Donc sinon, on va commencer par mettre un peu de contexte sur tout ça. Eragon, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que ça s'est craché? Tude, vas-y, dis-nous tout. Ok, alors Eragon, pour commencer, est une série de livres écrite par Christopher Paolini. Elle est sortie en 2002 et elle raconte l'histoire de Eragon, un adolescent de 15 ans qui se retrouve avec le dernier œuf de dragon et son destin se retrouve lié à celui du dragon et du pays. Il est tout de même sympa de noter que le tome qui fut publié chez Papa-Maman, c'est quand même plus facile pour le premier tome, mais qui est reçu quand même un franc succès, même si déjà considéré comme bourré de clichés et une histoire assez basique par la presse. À peine 2 ans plus tard, une adaptation fut annoncée au cinéma dans l'idée que ça devienne le nouveau Seigneur des Anneaux, en étant le nouveau film un peu médiéval fantasy de la décennie. Il est réalisé par Stefan Fangmeyer, un mec qui a bossé notamment sur Hook, Terminator 2, Jurassic Park, Il faut sauver le soldat Ryan, et a été assistant réal sur l'excellentissime Galaxy Quest, que je ne peux que vous recommander. Oui. Pour finalement réaliser un film Eragon, puis on ne sait pas ce qu'il est devenu après. Venant d'un budget de 100 millions de dollars, il en aura rapporté 240 millions, ce qui est franchement pas mal, mais reçu des scores éclatés par la critique et les spectateurs. C'est quand même 2 sur 5 sur Allociné, 3,5 sur 10 sur Sens Critique et 15% sur Rotten Tomatoes. Ouais, c'est énervé. Les fans de la saga étaient plus que déçus par l'histoire réécrite, qui passait de clichés basiques à juste inintéressante, et tellement bordélique qu'ils n'avaient même pas de quoi en faire un 2 alors que c'était initialement prévu. J'aime bien le cliché basique à juste inintéressant. Genre, cliché basique, c'est ok tire. J'adore les films clichés basiques. Mais j'entends. En plus, il était super jeune quand il a écrit... Ouais, j'ai oublié de le préciser parce que j'étais plus sûr des dates, mais il a commencé à y réfléchir à genre 14-15 ans. Il a fini d'écrire le premier tome, tu me disais, JB... 19 ans. J-Boîte à 19 ans, voilà. C'est ce que je disais, premier tome paru dans la boîte de prod de Papa-Maman, ça aide bien. En vrai, les suivants ont été dans une plus grosse boîte de production, d'édition, merci. Mais il a quand même très très bien marché. Et voilà. Ouais, c'est assez compréhensible que l'histoire soit un peu cliché quand tu l'écris à 19 ans au final. C'est ça, et puis bon, ça a fait partie, moi j'ai lu les bouquins et ça faisait partie un peu avec alors, la saga de livres Ewilan, je sais pas si vous connaissez, Ouais, oui. ou La Croisée des Mondes, bon, des 3 c'est la meilleure trilogie, ça fait partie un peu de ces romans fantastiques qui ont marqué pas mal de gens d'une génération, des gens nés dans les années 90, quoi, concrètement. Et je pense que c'est important aussi de dire que J-Boîte, c'était la seule personne à avoir lu là dans le groupe. Alors, il y a très longtemps. Je l'ai lu, je devais avoir 14 ans. Et après, j'ai lu tous les autres tomes à chaque fois qu'ils sortent, parce qu'il y a eu du temps. La saga, elle se termine en 2009, je crois. Non, 2014, le dernier tome en France, je crois. Donc, ça a mis du temps avant de se terminer.
Ok, et ben on va du coup passer au film. Un récit initiatique en carton, un dragon télépathe et des méchants très très méchants. Eragon, c'est parti. Giboite, on t'écoute. Il fut un temps où la belle et redoutable terre d'Alagaësia était gouvernée par des hommes chevauchant de puissants dragons. Leur mission était de gouverner et servir. Des milliers d'années durant, le pays prospéra, mais les dragonniers devinrent arrogants et assoiffés de pouvoir, et commencèrent à se livrer bataille. Sentant leur faiblesse, un jeune dragonnier appelé Galbatorix finit par les trahir. Après une unique et sanglante bataille, il pensait les avoir tous tués, les dragons comme les dragonniers. Depuis lors, notre terre est gouvernée par Galbatorix. Il écrasa toute rébellion, y compris les combattants de la liberté. Le peuple des Vardens, les survivants, s'enfuirent vers les montagnes. À présent, ils espèrent un miracle, permettant d'équilibrer leurs forces contre celles du roi. Notre histoire commence la nuit où Arya, une alliée des Varden, galope pour sauver sa vie, transportant une bière dérobée au roi lui-même. Et c'est sur cette magnifique exposition en voix off de Féodor Atkin, en VF, qui double Jeremy Irons, que s'ouvre le film, enchaînant ensuite sur une scène où nous voyons l'infâme Galbatorix, qui, je cite, meilleure réplique du film, souffre sans sa pierre et ordonne à son lieutenant de mettre fin à sa souffrance. Par cela, il veut dire récupérer la pierre, pas l'achever. J'aimerais juste qu'on parle d'une chose. Le film ouvre quand même sur un plan où globalement c'est un POV, tu es un dragonnier, qui m'a beaucoup fait penser à pourquoi il n'y a pas une attraction futuroscope sur le sujet. Bah parce que ça a bidé. Parce que c'est pas le futur. Non mais C'est une attraction de passer au scope. Mais non, mais attends, futuroscope. Enfin, c'est ce POV là, tu mets sur un fauteuil qui bouge, c'est une attraction futuroscope. Je suis désolé. C'est vrai. Et il y en a eu. Ah, non, c'est Volcania où il y a eu ça aussi. C'est vrai. Sinon, ouais, c'est une intro comme tous les films fantasy. Alors, c'est pas le Seigneur des Anneaux qui a inventé ça, mais beaucoup des films fantasy, Dark Crystal, il me semble que c'est pareil. Les intros en voix off qui te font l'exposition pour que t'aies les codes un peu de l'univers. Avec le grand seigneur méchant. Oh, qu'est-ce qu'il est méchant! Le méchant! Et j'avais beau être fan des bouquins, il y a quand même un truc qui marche pas, c'est les noms des lieux et des personnages. Je suis désolé, mais le grand méchant qui s'appelle Galbatorix, surtout en France, Galbatorix, c'est un Gaulois. C'est vrai que moi j'imagine avec des moustaches et un pantalon à rayures. Un pantalon, un chapeau avec des cornes. Présente-moi ta femme, tu sauras pourquoi t'as des cornes. Quel enfer. Alors, moi, dans mes notes, ils s'appellent tous Méchantix, et c'est Méchantix N-1 et N-2. C'est à peu près ça. Après, moi je trouve ça vraiment cool. Enfin, ça c'est un truc qui me donne, quand j'ai commencé le film, enfin quand j'ai revu le film, j'ai fait ah ouais, c'est quand même cool que le premier personnage que tu vois, enfin le premier acteur que tu vois, c'est John Malkovich. Ouais. John Malkovich. Parce que j'aime d'amour John Malkovich. Le problème c'est qu'il joue pas avec son visage. En même temps, il est toujours à moitié dans l'ombre, en mode. Ouais, on le voit pas trop dans le film. Il a un peu honte de jouer dans ce film, je pense. Ouais, je pense qu'il assume pas. Mais vraiment, moi, je le sens blasé de ouf du début à la fin. C'est un enfer. Bon, bref, je te laisse. Après cette introduction en voix off, nous avons un cut et nous voyons un beau et jeune garçon blond s'appelant Luke Skywalker. Eragon. C'est le titre du film d'ailleurs en plus, qui se prépare pour aller chasser, souriant de la calvasse de son oncle qui dort. Et Jeremy Irons, à ce moment-là, qui est toujours en voix off, dit à des lieux de là. Un jeune garçon part pour la chasse. Sa vie et le destin de l'Alagaësia va être changé à tout jamais. Et ce que je trouve fou, c'est qu'il va chasser à l'arc. Ouais. Oui. Alors qu'il fait nuit. Oui. C'est vrai. C'est pas con, j'y ai pas pensé. Mais après, la lune brille très fort, c'est le cinéma, tu vois. Ouais, d'accord. Mais tu vois que dalle quand même. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment il fait pour. Enfin, il a 15 ans. Non, il a 17 ans. Il a 17 ans. À 17 ans, d'où tu te réveilles à 5h du matin? Bah parce que c'était une autre époque. Ouais, sans réveil donc. Bah ouais, parce qu'il est habitué, voilà. Pas parce que tu te lèves à 12h que... C'est faux, je vois pas de quoi tu parles. Suite à ça, cut, course-poursuite dans les bois, les gentils, avec la fameuse Arya, s'enfuient. Le méchant lieutenant balafré monte une embuscade avec son escouade de guerriers chauves. Puis cut, le blondinet chasse le chevreuil. Puis recut, Arya est en détresse. Le vilain est un sorcier qui appelait dans le film une ombre, met le feu à la forêt et réclame à l'elfe, parce que oui, c'est censé être une elfe, de lui remettre la pierre. Évidemment, elle refuse et récite une incantation qui téléporte la pierre devant notre héros qui rate son gibier à cause du sortilège. Oui, attends, c'est une elfe? Oui,
Alors dans le bouquin, Arya est une elfe, mais Pas dans le film. le film a omis énormément d'éléments fantastiques. Au niveau des peuples notamment, il est censé avoir des elfes et des nains, et on n'en voit ni l'un ni l'autre. Alors ça, j'ai vraiment le seum pour les nains, ce que j'adore. Par contre, elle a genre vraiment un look type amérindien. Elle a des plumes dans les cheveux. À la fin, elle a un truc. Je suis là, genre, mais c'est vraiment moi, ça m'a limite choquée. En fait, pourquoi elle est habillée comme ça ? Elle est blanche comme la lune et elle a les cheveux roux. Pourquoi est-ce qu'elle a des plumes dans les cheveux et des vêtements amérindiens, quoi ? Là, je pense que alors, les plumes dans les cheveux, on en reparlera quand ça arrivera, parce que sur cette scène-là, par rapport au fait qu'elle a des plumes dans les cheveux, il y a beaucoup de choses à dire. D'accord. Ah Qui bon est que elle est en tenue de combat, wesh. À quel moment en tenue de combat tu mets un truc genre aussi instable que des plumes dans des cheveux ? Mais parce que c'est une fille, c'est pour être jolie, même quand tu fais la guerre. Ouais, ok, ça me va. Oui, après l'inspiration amérindienne, alors j'y connais rien aux cultures amérindiennes, mais peut-être qu'ils mettaient des plumes dans les cheveux pour aller se battre. Genre. Non, mais en tout cas, c'est carrément de l'appropriation culturelle sur ce perso-là. Enfin, C'est des elfes, d'accord ? Il n'y a pas de. Durza, le lieutenant, capture et torture Arya en utilisant la magie. Celle-ci semble savoir que la pierre a été trouvée parce que Eragon ramasse la pierre et rentre au village où les jeunes sont recrutés de force par l'armée. Excuse-moi juste, je tiens à rappeler qu'à la base il était parti chasser, il a ramené un caillou. Il va pas beaucoup Bah manger oui, mais midi. parce qu'il avait qu'une seule flèche dans son carquois et il a raté le chevreuil. on va en parler de cet arc de Schrödinger, d'ailleurs, pendant Oui. tout le film, qui apparaît, qui disparaît. Ah non, mais alors Ah, ça- j'ai pas fait gaffe à ça. Ah, si, En même temps, j'ai un peu regardé le film en diagonale. Bah, enfin. Non, mais je veux dire, j'ai fait attention au film et j'avoue que j'ai pas fait gaffe à l'arc, tu vois. Non, mais le montage, c'est une catastrophe. Je pense que le film est mieux en diagonale. C'est pour me mettre dans la peau du personnage sur le dragon. Eragon se rend chez le boucher, vendre la pierre contre de la bidoche, mais quand ce dernier apprend où la pierre a été trouvée, il refuse et le jarte. Puis nous voyons Jeremy Irons qui se fait bully par des gardes parce qu'il a des faisans. Non mais J'ai tout à fait noté qu'il se faisait complètement bolos. C'est vraiment. Ah, t'as des faisans. Ah, bah, c'est pour nous. Bah, ferme ta gueule. t'as des faisans, t'es un voleur, bah d'accord, super. Eragon, suite à ça, rentre à la ferme de son oncle. Brocouille, comme on dit dans le bouchonnois. Quoi ? C'est ce qu'est des chasseurs des inconnus. Ah putain, pardon. Recouille. J'ai la ref, mais je m'en souviens pas. Et est-ce qu'on peut parler dans cette scène des poches sous les yeux de Jeremy Irons ? On ne voit que ça. Mais c'est normal, il est fou. Ah oui, t'as Et les fous, ils ont des poches sous les yeux. Là, je trouve qu'il ressemble à Dr House pendant tout le film. Dans ma tête, j'étais là, genre, c'est Putain, je Dr l'ai pas House. fait. Ouais, mais grave. Il manque la canne. La barbe de 3 jours, les cheveux, c'est Ouais, vrai ouais. qu'il y a un peu ça, grisonnant. Oh là là. Donc Eragon rentre à la ferme de son oncle et se chamaille amicalement avec son cousin Roran. Alors, retenez bien son prénom, c'est très très important. Oui. Parce que Roran, on va jamais le revoir. C'est ça. Alors moi je trouvais que ça faisait vraiment début de relation yaoi, puis j'ai appris que c'était son cousin, j'étais un peu déçu. Exactement. Ouais, ça n'empêche pas l'autre. Hein. D'ailleurs, pour un cousin, il se ressemble vachement quoi. Oui, oui. J'ai cru que c'était son frère jumeau au début. Oui, c'est vrai qu'ils ont choisi un Mais acteur. non, mais ils sont cousins, mais ils ont la même mère. Non. Mais non, parce que C'est la... ils viennent du Nord-Pas-de-Calais. Oh, et pas de Oh stéréotype non. sur le Nord-Pas-de-Calais, Oh s'il non. te plaît. Pas au premier épisode, on attend le deuxième. Eragon ensuite inspecte la pierre en cachette, puis va aider au champ Roran, qui lui révèle qu'il va devoir s'enfuir pour éviter d'être recruté de force dans l'armée. Eragon ensuite cause avec son oncle, qui est tout gentil avec sa petite calvitie, et lui dit qu'il devra faire la même chose un jour, mais qu'il est tout de même heureux d'avoir eu un second fils après que sa mère l'ait abandonné à la hâte. Mais voilà, il se doute qu'un jour, Eragon partira aussi à la poursuite de l'inconnu. Roran, le cousin, s'en va, c'est émouvant, et c'est une fin de tournage pour l'oncle et le cousin. Oui, on Voilà. la verra jamais. Ils n'auront pas de réplique, ils ne réapparaîtront pas. Alors on peut quand même noter que le cousin a eu une réplique qui est pour moi historique. Quand il se bat contre Eragon, il lui lâche à un moment « Tu es aussi souple qu'un vieux bouc ». Ou alors les punchlines de ce film, moi je les ai notées parce qu'à chaque fois... Tu l'as elles vu sont en VF ? trop fortes. Ouais. Ah Ok. oui. Ah oui, non, je suis un animal aussi. Hein. Par contre, oui, je l'ai vu en VF. et, D'accord. Non, mais c'est juste parce que je l'ai vu en VO sous-titré anglais, donc oui, du coup, on t'as va peut-être pas. Non. Ouais. Non, moi j'ai vraiment vu en VF, t'as vraiment tu es aussi souple qu'un vieux bouc. Ok. Et c'est pour ça que la première scène où on voit Galbatorix dans son château et que t'as le doubleur de John Malkovich qui a une voix un peu nasillarde, un peu, et qui fait « Je souffre sans ma pierre ». Vraiment, j'étais mort de Ah, moi rire j'ai en été voyant ça. Team VO, pardon, donc ouais, j'ai pas. Ah, c'est bien, comme ça on aura le... Ouais, on en reparlera tout à l'heure. Il y a une voix importante, entre autres.
Et donc Eragon, il reste avec son précieux. Exactement, mais avant cela, Eragon regarde le soleil se coucher sur Tatooine. Pardon, faut que j'arrête avec ça vraiment. Mais il rentre dans la grange où on voit un dragon sortir de la pierre bleue qui était en fait un œuf. Oh mon Dieu. Eragon essaye de caresser le dragon qui vient d'éclore et déclenche un flash lumineux. Et à ce moment-là, Jeremy Irons, Galbatorix puis Arya sont tous réveillés en sursaut car ils savent que l'œuf a éclos. C'est marrant parce que moi j'ai dit que ça réveillait Obi-Wan, John et Leila. Les gars, pardon. J'y viens après, hein. J'ai pas arrêté de faire des blagues là-dessus, je suis vraiment navré. Rapidement, excuse-moi, on peut aussi parler du fait que vraiment, il voit le dragon éclore et dit toi, t'es pas un oiseau. Merci, Captain Obvious. En vrai, la réplique m'a pas choqué tant que ça. Ah, moi un peu quand même. Je me suis dit, bon, c'est mignon. La manière dont il le dit, je me suis dit, bon, c'est une petite blague à lui-même, tu vois. Il est cute, le petit bébé dragon, là, Le tu vois, genre... petit bébé dragon, il est bleu, mais il est vraiment très bleu, quoi. T'as un problème avec le bleu? J'ai rien avec le bleu, mais normalement, quand tu fais un design un peu élaboré, tu vois, il peut être principalement bleu, et puis avec d'autres couleurs, Non, il est bleu. Ouais. C'est genre la figurine Mon Petit Poney, avec le truc qui a été entièrement plongé dans le pot de peinture, et c'est bleu, quoi. J'aime beaucoup la comparaison directe avec les figurines Mon Petit Poney. T'as quoi contre Mon Petit Poney? Parce On qu'il va a se des battre. gros yeux tout mignons, c'est Mon Petit Poney, quoi. Oh putain la vache, on va se battre de fou. Ah, j'ai pensé à Stitch. Alors, Mon Petit Poney est mieux écrit que ce film. Alors, Ah oui. quand il est petit, en tout cas, parce qu'après le design change, etc. Mais... Elle a une puberté quand même très rapide. Attends, on y est pas encore. Pardon. Durza, le méchant lieutenant, Méchantix N-1. le méchant X N-1, retourne voir le méchant roi Palpatorix et lui annonce que l'œuf a éclos pour un simple garçon de ferme, donc c'est pas grave, et on en reste là. Mais le roi n'est pas d'accord, il reste des résistants et il faut tuer Eragon pour empêcher que les Vardens ne reprennent espoir. Les Vardens, c'est les fameux résistants qui vivent dans la Cambrousse, là, dans les montagnes. Durza donc invoque les les Razak, qui sont des sortes de ninjas magiques couverts de larves et qui partent chasser Eragon. Eragon, quant à lui, se réveille avec une étrange marque sur la main et se lie petit à petit avec le dragon, qui, à peine né, se débrouille plutôt très bien pour se nourrir tout seul. Puis à cela, Eragon se sent intime avec le dragon parce que le dragon aussi n'a plus de maman. C'est vraiment un des trucs hyper importants du film, hein, pour la caractérisation des personnages. Voilà, ils se sont liés au dragon parce qu'il n'a plus de maman. Le soir venu au village, oui, parce qu'il y a des problèmes de rythme dans ce film, le soir venu au village, il entend les habitants se plaindre de la rafle des soldats, mais ont trop peur pour s'exprimer. Puis Jeremy Irons, encore lui, qui est là, part dans un monologue comme quoi, blablabla, il y avait de nobles dragonniers, blabla, Galbatorix est un vilain, ce qui intéresse grandement Eragon, parce qu'il n'a pas écouté l'intro du film, mais Jeremy Irons se fait chasser par les gardes. Qui ont bouffé ses faisans par ailleurs. Entre-temps. Ouais. Ils sont en train de se faire un petit barbecue. Après, là. je pense que les faisans c'était il y a 3 semaines, mais bon, le rythme, moi j'ai jamais évité dans ce film. Ensuite, nous avons une des scènes les plus polémiques du film pour les fans du bouquin. Eragon est dans un champ et essaye d'apprendre à son dragon à voler. Ce qui marche, ce qui fonctionne, mais le dragon se barre, va dans le ciel, flash lumineux, éclair magique, et le dragon revient 5 fois plus grand, parle à Eragon par télépathie et lui révèle qu'elle s'appelle Saphira et que Eragon est son dragonnier. Alors là, petit point, dans la VO, Saphira, elle est doublée par Rachel Weisz. Oui. Qui avait 36 ans. Et le truc, c'est que le dragon, on vient de le voir gamin. Là, c'est censé être un tout jeune adolescent qui sait pas faire du feu, etc. Et putain, mais elle a une voix de femme mature, de femme adulte. En VO, je sais pas comment ça rend en VF, s'ils ont pris une doubleuse adolescente pour faire... Mais il y a un décalage, en fait, entre le dragon qui était gamin et d'un seul coup, c'est quasiment la voix d'Ursula dans La Petite Sirène, quoi. Oh, t'exagères un peu. Elle a une voix douce quand même. En VF, elle a une voix douce, mais c'est vrai qu'elle a une voix d'adulte. Hein. Elle a une voix de trentenaire, quarantenaire, on sait pas. Pour moi, elle devient adulte en 2-2, quoi. Enfin, vraiment, la puberté, et elle n'y en a pas. Alors que bon, pour le coup, petit encart sur le bouquin, normalement, ça dure longtemps, le moment de la croissance, de cacher l'élevage du dragon, etc. Et les méchants mettent 3 plombes à le retrouver. En fait, ils écupent tous les villages de tout le pays
pour retrouver en fait l'œuf et ils finissent par lui tomber dessus. Mais j'aime beaucoup comment il lui apprend à voler, genre vraiment il le balance en l'air. Alors pour avoir regardé des vidéos de Dodo, la chaîne Dodo là sur YouTube, les chaînes des animaux, j'ai vu la vidéo d'un mec qui a élevé un canard et qui essaye d'apprendre son canard à voler, et ben il fait exactement comme ça et c'est super mignon. Mais alors on peut reprendre la phrase que dit Eragon au début du film, ça n'est pas un oiseau. Je suis pas sûre qu'il avait accès à YouTube pour regarder comment faire voler son dragon. C'est l'instinct. Quand t'as parlé du livre, est-ce que dans le livre aussi il parle par télépathie ? Oui. Pour le coup, la marque qu'il a sur la main, donc qui s'appelle dans le bouquin la marque des dragonniers, qu'on verra dans le film que partagent peut-être d'autres personnages. Oh. C'est vraiment le truc qui permet d'avoir ce lien magique entre les deux. Et du coup, Eragon et Saphira ont souvent des monologues à deux. En fait, ils peuvent jamais être tout seuls dans leur tête, ce qui est dans le bouquin un peu traité. C'est d'ailleurs genre le mec il est jamais tout seul dans sa tête et elle non plus d'ailleurs. Ils arrivent jamais à couper en fait ce lien là, ce qui le fait chier à certains moments du bouquin. Et arrête de penser à Arya. Non mais c'est ça. Mais non mais du coup ils ressentent ce qu'ils ressentent, donc quand l'un a des crushs sur quelqu'un, bah l'autre le ressent aussi, donc du coup. Perturbant. Polycule ou quoi? En même temps il y a des trucs un peu pour les ados. Mais bon, à la rigueur le côté adaptation, pour en parler plus à la fin. Je pense que c'est intéressant, mais oui. Mais cette scène là c'est vraiment celle qui m'avait le plus choqué le jour où j'ai vu ça au cinéma, que fan du bouquin, j'étais en mode oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Où est le début de l'histoire en fait ? Bref, en entendant qu'il est dragonnier, Eragon se rend chez Jeremy Irons. Pardon, Obi-Wan Kenobi. Non, pardon, Brome. C'est le nom du personnage, promis, j'arrête. Attends, excuse-moi, comment est-ce qu'il a appris que Jeremy Irons était draconnier du coup ? Il le sait pas encore. Ah, il le sait pas. Il le sait pas encore, mais il se rend chez lui parce que il a entendu parler de dragonnier dans la scène d'avant. D'accord. On le sait pas encore non plus normalement d'ailleurs. Dans le bouquin, on le sait pas non plus. À ce moment-là. Dans le film non plus. Okay. Ouais, dans le film, on le sait pas. C'est juste qu'il aime bien rentrer chez les gens comme ça. Voilà. Le fou du village, c'est un bon candidat pour rentrer chez lui de façon random. Il se rend chez Brome et discute avec lui pour se renseigner sur les dragons, vu qu'a priori, ce gars-là a l'air de s'y connaître. Celui-ci est réticent, mais est tout de même interloqué. Et on voit qu'il a une belle épée avec des dragons dessus. Mystère, mystère. En partant, Eragon entend que le boucher est en train de le dénoncer auprès des Razak qui partent vers la ferme. Notre héros souhaite empêcher un drame, mais Saphira surgit de nulle part et l'emporte avec elle dans le ciel pour le protéger. Elle finit tout de même par le déposer chez lui, mais il est trop tard. Tonton Calvici est mort. Eragon est furieux contre sa dragonne et la chasse. Et alors qu'il pleure pour son oncle, Brome arrive, se rend compte que c'est bien Eragon qui est le nouveau dragonnier, met le feu à la ferme et convainc notre héros qu'il faut s'enfuir. Montage chevauché épique dans les montagnes, les deux compères s'arrêtent dans la forêt et Brome essaye de calmer les ardeurs vengeresses de Eragon. Il lui dit qu'il sera pourchassé sans cesse et qu'il doit rejoindre l'alliance rebelle les Vardens. Brome dit à Eragon de rappeler Saphira et elle revient. Alors, moi, j'aimerais juste noter qu'il est vraiment... Enfin, genre, Brome le convainc de partir. Oui, en même temps, il vient de cramer sa baraque. Donc, il va pas faire grand-chose d'autre, finalement. C'est vrai. C'est en mode, viens avec moi. Non, t'as plus de maison. Donc, si... Mais moi, j'aime beaucoup la première chevauchée de dragon hyper chaotique où Saphira lui dit « accroche-toi » et genre, le gamin, il est juste en train de glisser constamment. Non, il essaye de tomber. Au contraire, il essaye de tomber parce qu'il veut descendre pour aller sauver son tonton. Et non, je peux pas te laisser y aller. Mais non, il essaye de tomber. Je veux bien que c'est le moyen le plus court pour arriver au sol, mais pour le coup, c'est peut-être pas le plus safe. Elle arrête pas de le rattraper. Non, je crois qu'il fait pas exprès. Elle est en mode accroche-toi et tout. Et lui, il est en mode parce qu'il a pas de sel. Ouais, c'est à peu près ce qui se passe dans le bouquin pour le coup. Sauf que ça dure toute une nuit normalement. Sauf que le truc qui change, c'est que les écailles de dragon, c'est pas lisse. Donc normalement, il est en sang. En fait, il est ensanglanté de monter sur le dos de la dragonne parce que c'est pas facile de tenir dessus. Et genre, c'est un trope qui dure les 4 tomes. Genre, les cicatrices qu'il a de cette chevauchée-là, ça dure pendant tous les bouquins. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il comprend que pour tenir, il faut qu'il s'installe des dragons. Oh, allez. Petit pun. Bravo. J'ai séché tout le monde. On va arrêter ici. De toute façon, c'est la meilleure blague de la saison. Il n'y a pas de... Voilà. Et donc, du coup, c'est le moment où Eragon rappelle Saphira. Et du coup, donc, il rappelle Saphira. Et Saphira lui répond que... Enfin, lui dit hey, est-ce que tu m'entends ? Eh oh. Et Saphira de répondre oui, je t'ai suivi. Saphira, une putain de stalkeuse, de fait. Et alors, d'ailleurs, on peut parler d'une chose, vraiment, quand il communique par télépathie, il y a que moi qui ai entendu cette saloperie d'écho constant.
ils ont fait un petit traitement de son pour comprendre que c'est un. Ils ont mis une petite réverb, ouais. Ah, c'est horrible. Alors, pas en VO, je crois pas. Dans la VF, il y a une sorte de petite réverb en mode un peu dégueu. Comme ils parlent pas, comme ils bougent pas, ils ont mis un petit effet sonore pour qu'on comprenne qu'ils sont en vrai, moi je trouve que ça marche plutôt bien, tu vois. Ok. Moi, il m'a un peu sorti du film. J'avoue que la réverb, je fais oh putain, c'est trop. Et donc Saphira, en arrivant, voit Braum et s'en méfie un peu, et donc décide de le tester un peu sa connaissance sur les dragons, parce qu'il a l'air de dire qu'il s'y connaît, en simplement le menaçant. En même temps, voilà, basique, hein. Et Eragon de lui dire que t'inquiète, on peut lui faire confiance. Enfin, je crois. C'est bien parce que même lui, il est serein, quoi. Et donc pour la rassurer, Braum décide de la décrire en mode concours canin. Genre, je trouve il y a vraiment le côté belle canine, belle griffe, la patte est un peu faible, elle s'énerve quand il dit ça d'ailleurs. Et finalement pour dire, bon globalement, t'es bonne, hein. Oh, belle bête, hein. Ouais, franchement, belle bête, hein. Et du coup, Saphira a dit, du coup je l'aime bien, hein. Oui, merci. J'adore cette scène. C'est vrai que c'est drôle. Ouais, c'est un des trucs qui marche bien. Ouais. Voilà, comme quoi, messieurs, si vous voulez devenir ami avec une femme, apparemment, faut lui dire, t'es bonne. Et ça marche. Voilà, paye ton féminisme. Souviens-toi des reptincelles. Hein. Oh putain, mais non, mais c'est vraiment ça. Putain, je t'avoue que je me suis vraiment, bien tapé la tête contre le mur en cette scène. J'ai fait, mais quoi? J'ai tellement rigolé, genre vraiment. Tu sais, elle est en mode, je me méfie de lui, etc. A raison, tu vois. On sait pas qui c'est. Et puis là, elle est en mode, elle a une belle croupe, elle a une belle griffe, elle a une belle gueule. C'est vrai qu'il s'y connaît. Genre, mais d'où? Et Bronn expliquait tout de suite à Eragon que il va devoir se battre contre le roi et que le roi veut le tuer d'ailleurs. Tu n'as même pas à 18 ans, tu commences bien dans la vie quand même, hein, vraiment, voilà. Et on apprend qu'un dragon... Attends, alors, on en apprend un peu plus sur les dragons, comment ça fonctionne, et on apprend d'ailleurs que un dragon, il peut attendre des centaines d'années avant d'éclore, tant qu'il n'a pas trouvé son dragonnier. Moi, ça m'a fait me poser une petite question. Ça fonctionnait comment à la base? Genre, les dragons, c'était une espèce qui fonctionnait sur la... On s'en fout. Ouais, hein. Je peux te faire une version courte? Très courte. Autrefois, les dragons, ils vivaient tout seuls. Il y a eu la guerre avec les elfes. Finalement, ils sont devenus alliés et ça a créé cette fusion magique dragon-humain, dragon-être vivant. Ok. Voilà. On apprend également que quand on tue un dragon, quand tu es un dragonnier, ça tue le dragon, et pas le contraire. C'est-à-dire que tu peux tuer le dragon sans buter le dragonnier. C'est quand même pas cool ce genre de relation à sens unique, mais on fera avec. Et on retrouve un cut sur Durza. Putain. Méchantix N-1. Ouais, moi je l'avais appelé Dark Vador aussi. Pour le coup, en fait, pour moi, c'est dans Once Upon a Time et je joue Rumpelstiltskin, mais je pense que Rumpelstiltskin, c'est pas beaucoup plus facile à dire, donc... Donc Palpatix N-1. Palpatix N-1, qui, comme tout bon méchant, maltraite ses hommes quand il est pas content ou qui sont pas assez bons pour lui. Voilà. Non mais ce trope insupportable, genre oh tiens, un soldat, et si je lui pétais le pied, ça va beaucoup moins bien marcher maintenant. Oui, littéralement. Moi j'ai noté big up au droit du travail quand même. C'est vrai que c'est vraiment gratuit. Mais c'est trop classique pour caractériser un méchant, pour montrer qu'il est méchant. Qu'est-ce qu'il fait? Il torture ses hommes de main, donc... Mais alors qu'on sait déjà qu'il est méchant, il est roux. Pardon, c'est vrai. Pardon. Sans être roux, t'as vu la gueule du mec? Oui, c'est le méchant, oui. C'est normal, il vient de sortir du tournage de Trainspotting. Parce que oui, non mais c'est vrai, Robert Carlyle, il fait souvent des méchants, il a une bonne gueule de méchant, et son maquillage, pour le coup, ça fait partie des trucs réussis. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Mais parce que... Et on revient sur Eragon et Braum. Ah oui, alors la scène c'était vraiment juste pour montrer qu'il était vraiment très 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 méchant. On revient donc sur Braum et Eragon, et Braum lui apprend qu'ils ont donc 5 jours pour arriver au dernier village avant les Varden, sans être aperçus, tout en étant pourchassés par Durza et ses hommes. Et s'ils se font pas apercevoir d'ici là, ils ont des chances de s'en sortir. Donc ils partent, Saphira décolle et se fait voir. En même temps, un dragon qui décolle... Oui, c'est vrai qu'elle est censée être discrète, elle décolle, et elle passe son temps à voler de jour. Mm-hmm. Pourquoi elle vole pas de nuit? Pourquoi ils se déplacent pas la nuit? Ils sont censés vouloir être discrets. En plus, il lui dit genre rejoins-nous la nuit. Oui, et elle le fait pas. C'est l'inverse. Oui. Genre tu devrais au contraire. Oui, c'est ça, faire le trajet la nuit. En fait, c'est chiant de tourner de nuit, genre pour l'éclairage, le budget et tout. Même les salaires, c'est plus cher de payer les gens la nuit. Donc les dragons carrément. Oui. Tu penses que ça paye bien un acteur dragon? Non, putain, mais c'est que c'est vraiment pas du tout une scène qu'ils auraient pu tourner 2 jours, mettre un filtre nuit et puis mettre le dragon 3D derrière, quoi. Pas du tout, vraiment absolument trop pas. compliqué. Franchement, mais non, super cher. Attends, non. Sauf que ils avaient vraiment pas le budget pour faire ça, quand même, 100 millions d'euros, merde. Et donc ils arrivent au village. Non, alors moi j'ai déjà ils font super trajet au ralenti dans les montagnes, dans les plaines et dans les rivières, style Seigneur des Anneaux, mais éco plus.
Et donc ils arrivent effectivement au village où globalement... Ah non, attends, avant d'arriver au village, il y a une scène qui m'a un peu marqué, où ils s'arrêtent et ils tombent sur des villageois qui sont attaqués par des... Urgals. C'est des orques concrètement. C'est des urukai. Oui, c'est des orques. Voilà. Oui, c'est la même chose, ouais. Eragon, du coup, je pense que ça lui a fait un petit coup de trauma, donc il fait « Putain, je vais les démarrer » et il y a Brom qui regarde, non, toi, je vais te démarrer. Du coup, ils y vont pas, ils abandonnent complètement, mais oui, ils abandonnent complètement les paysans parce qu'en fait, on s'en branle finalement. Hein. Non, vaut mieux faire un training montage. Voilà. Et donc là commence vraiment l'entraînement, parce que là, la deuxième partie, c'est quand même la partie du mentor, enfin, c'est comme ça que je l'ai noté personnellement. Et donc commence l'entraînement de Eragon qui, en fait, non, ils font juste 3 passes avec un bâton, fin de l'entraînement. Ok. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il dit, ouais, je me suis entraîné avec mon cousin. Putain, ouais. Dans le foin. Regarde tout ce qu'on peut faire. C'est génial, non ? Je maintiens que c'est une super relation yaoi. Ouais, enfin bref, un entraînement de 2 minutes. Moi, comme tous les entraînements de ce film, en fait, ça dure jamais plus de 2 minutes au final. Mais pour moi, faites un clin d'œil à Rocky, faites un vrai training montagne genre en musique. Moi, je demande que ça. Avec la musique derrière, le ta 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 ta. Fin du training montage, c'est reparti pour un trajet Eco Plus, évidemment. Puis ils arrivent enfin au fameux village. Alors, on rappelle que Brom a, selon ses dires, le garçon le plus important du pays. Du coup, il décide de se séparer et de lui dire d'aller acheter le pain. Et en allant chercher le pain, Eragon voit un jeune homme sombre et mystérieux qui le regarde de loin. On va l'appeler Dark Sasuke pour l'instant, ça sera plus clair. Et fin de la scène en fait. Il arrive chez le boulanger, non pas du tout chez le boulanger, il arrive chez la voyante. Et finalement, tu te souviens quand t'es gamin et que tes parents te donnent de l'argent et qu'au lieu d'acheter le pain, t'achètes des bonbons et tu dis j'ai perdu l'argent. Et ben lui, il va chez la voyante. Tout à fait, pour se faire tirer les cartes. Et en plus, elle le fait gratuite, mais il garde quand même l'argent. Faut pas déconner. Et la voyante qui lui apprend que il était très important et qu'il fera de grandes batailles. Oh tiens alors, on s'en serait pas du tout douté. Mais Eragon le croit pas. En fait, croit pas trop à ce qu'elle dit, jusqu'à ce qu'elle dise la phrase magique. Et il y a une fille. Et alors là, il devient vraiment très intéressé et il prend ça vraiment très au sérieux. Eragon a 17 ans, on le rappelle. En sortant de chez la voyante, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur cette scène, ils se font attaquer par des hommes de Durza. C'est encore des urukai. On est des Urgals, ouais. C'est des urukai, c'est la bagarre. Ouais, alors, les scènes de combat de ce film... Ce qui est bien, c'est dommage, c'est que la meilleure scène de combat que j'ai vue du film, c'était la première dans l'intro. Les autres, je les trouve toutes éclatées. Ouais. Oh, la scène de fin, ça va. Ouais, la scène finale... Il y a une scène qui m'a fait sortir, mais on en parlera tout à l'heure. Et ils se retrouvent, donc ils sont que tous les deux, et ils se retrouvent super vite en sous-nombre. Et Eragon tire une flèche en criant un truc dans une langue inconnue. Brisingr. C'est très chiant à prononcer. Là, je voulais pas essayer de le prononcer pour cette raison. Donc il tire la flèche, elle explose les méchants, et elle explose le pont, dans cet ordre. Je trouve cette scène très longue. Il y a vraiment genre 10 secondes entre l'explosion et l'explosion du pont. C'était terrifiant. Et il y a un autre truc pendant cette même scène de bataille. À un moment, il donne un coup de torche à quelqu'un. Et il y a le coup de torche qui est doublé. Genre vraiment, tu vois, la même image est mise 2 fois à 2 angles différents. Et c'est hyper bizarre. Et vraiment, ça m'a sorti du film. C'est pendant cette bataille-là. Et je dis, mais vraiment, le monteur bégaye pendant ce film. C'est aberrant. Il y a des gros problèmes de montage, de toute façon générale. On en parlera. Mais de rythme, ouais. Et on peut parler aussi de toutes les scènes au ralenti du combat. Oui, ça c'est toutes les scènes de bagarre en carton. Voilà, entre autres, c'est parce qu'il y a des ralentis absolument partout. C'est terrifiant. Et les chorégraphies, la façon dont c'est filmé, la façon de situer les personnages un peu dans l'espace. Enfin, franchement, il y a des chorégraphies qui sont vraiment pas mal dans le film. Mais il y en a une qui m'a marqué, mais on en parlera après. Restez jusqu'au bout. Dans le call to action. Et du coup, il s'évanouit après avoir tiré la flèche. Plan sur Arya, j'ai pas compris pourquoi. On retourne sur Eragon qui se réveille. On peut dire quand même, il y a très souvent des plans d'Arya qui est torturée de façon sexy, à moitié dénudée, en poussant des petits cris un peu sexy. C'est quand même des plans qu'on voit très très régulièrement. C'est pas comme ça qu'on se fait torturer normalement. Ah non, mais c'est le personnage d'Arya, c'est. Je pense qu'en fait, tu reprends le film, tu découpes toutes les scènes où il y a pas Arya et tu prends que les scènes où il y a Arya et tu te retrouves avec un film semi-érotique. Ouais, il y a un peu ça. Donc il se réveille le lendemain matin. Ouais, non, j'ai toujours pas compris la temporalité, sans déconner. Il se réveille à un moment, il fait jour. Et il apprend que les dragonniers maîtrisent la magie. Oui, c'est vrai que ça fait 5 jours qu'il se balade avec Brom, c'était peut-être le moment de lui dire, peut-être plus tôt, je sais pas. Et donc en fait, c'est pour ça qu'il a fait une explosion, c'est parce que il a découvert par lui-même
Alors non, il l'a pas découvert par lui-même. Il a vu Braum. Ouais, il a vu Braum en fait en train d'essayer. En fait, en gros, t'as Braum qui à un moment il essaye d'allumer un feu avec des silex là, et il galère. Et du coup, Braum il est en mode bon, fait chier et il lance Brisingr qui est Sors de feu. Ok, j'avais pas entendu qu'il le disait. My bad. Ok. Et en fait, il répète ce qu'il a entendu. Ok, j'ai compris. Heureusement qu'il a pas dit bordel de merde. Et là, ça aurait fait une explosion de sel. Voilà, parce que du coup, on découvre que la magie fonctionne d'une façon très simple dans l'univers d'Eragon. C'est que il suffit de connaître un mot en elfique, tu dis le mot et ça fait une action avec le machin. Je pense qu'il faut être un peu draconnier quand même aussi à la base. Faut être un peu l'élu, quoi. Faut être dragonnier pour le faire, mais... Enfin, faut être magicien du moins. Oui, c'est ça. Ouais, puis il y a tout un truc de au-delà de prononcer le mot, faut comprendre le mot, machin. Enfin, faut que la force soit avec toi. Le truc, toi. c'est vraiment le genre de truc pseudo-complexe qui marche dans le bouquin que tu peux pas expliquer dans un film parce que c'est chiant. Oui, c'est pas forcément si grave que ça. Ouais, voilà. Personnellement, le fait qu'il lance des sorts en disant un mot, c'est pas ça qui m'a choqué. Non. Du coup, il vient de se réveiller, d'être évanoui, mais va très très bien. Donc il se lève et il demande à Braum de lui expliquer, de lui apprendre quelques mots en elfique pour qu'il puisse lancer d'autres sorts. Il en apprend 4, arbre, branche, feu et vision dragonnier. Ouais, c'est dur à dire en seul mot, mais globalement un lien de vision entre le dragon et le dragonnier. Vision magique. Vision magique. Vision magique. Je vous déteste. Pompililu. Et on se demande bien à quoi vont servir ces 4 mots. Et finalement, Saphira arrive, on l'avait presque oublié celle-là pendant toute la baston, et on découvre qu'elle a une selle. Et donc Eragon va enfin pouvoir la monter. Enfin, Pardon. En fait, la phrase, elle a une selle. Et du coup, dans ma tête, il y a une énorme merde qui est apparue. Et ça m'a énormément perturbé. Je suis vraiment navré à tous les cavaliers et cavalières de France. Voilà. Ouais, moi j'ai le truc, tu sais, de Jurassic Park. C'est vraiment un gros tas de merde. C'est vraiment un gros tas de merde. Ça parle beaucoup trop de caca. C'est parce que t'as dit bordel de merde alors. Oui, et puis on s'est mis au niveau du film à un moment. C'est vraiment un gros tas de merde. Donc il grimpe et elle s'envole et Saphira va. En vrai, non. Alors la première scène de vol maîtrisée de ce film, pour moi, ressemble énormément à la première scène de vol de Dragon 1, mais en Wish. Ouais, mais en même temps, c'est le même thème. Tu peux pas. Ouais, non, bien sûr. Ça, c'est normal. Juste qu'elle fait vraiment éco plus. Et donc, tu te rends compte que Saphira va quand même super vite. Mais Braum va aussi vite à cheval en vrai. Hein. Franchement, non, les scènes de vol, je les trouve pas mal. Non, les scènes de vol sont pas mal, mais moi c'est vraiment Bronn qui était en haut de la montagne, puis d'un coup en fait il rattrape Bronn. Alors soit il tourne sur elle-même, soit je comprends pas comment ils font. Mais globalement, les effets spéciaux en général, bon pour le coup là le réalisateur il a fait que ce film-là en tant que réal, mais c'est quand même un directeur des effets spéciaux. Ouais. Ça se voit, pour un film de 2006, moi je trouve que ça vieillit plutôt bien. C'est pas dégueu. Non, mais je suis d'accord. Par contre, on doit noter absolument quelque chose dans cette scène, c'est que Braum, on le voit chevaucher un cheval et faire le tour, et vraiment, il y a un plan de coupe sur Eragon, sur Saphira, et ça revient sur Braum qui a son cheval et qui a le cheval d'Eragon à côté. Et vraiment, je suis là, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la salle de montage ? Il y a des plans qui se sont perdus. Mais oui, parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment... Je reparlerai plus tard, mais c'est vraiment le gros problème du film quand on n'a pas lu les livres, je pense, parce que le reste passe plutôt bien. Si, moi, il y a un truc à noter dans cette scène de chevauchée fantastique dans les airs, c'est qu'en gros, il y a Saphira qui dit à Eragon, voilà, c'est ça d'être dans les yeux d'un dragon, de voir, etc. Et quand tu seras assez doué, tu pourras même me monter la queue. J'y venais. Ouais, alors déjà, oui, voilà, ils font le sort de vision magique, là, et je trouve que c'est super moche. Vision magique. Oui. Et en vrai, c'est pratique, ça se zoome. Et Saphira lui dit que quand ils feront très fort et qu'ils sont vraiment très liés, il pourra combattre debout sur sa queue. Réaction de Eragon. J'ai envie d'essayer. Quelqu'un m'explique comment ça se fait qu'il est encore en vie, ce mec. Sans déconner. Et donc, il teste la vision magique. Ça lui permet de zoomer et de voir qu'il y a des ennemis qui entourent Braum. Logique, t'es sur un dragon, Braum est dans une forêt entourée d'ennemis. Bah, tu fonces dans la forêt avec ton dragon. Évidemment. Bah, du coup, il se croûte. Hein. Bon, alors, il y a effectivement un comment t'as dit ? Un urukai ? Non, c'est pas les Razak. Là, c'est un Razak. C'est les ninjas plein de larves, là. Oui, ouais. Qui se battent en sautillant partout sur des trampolines. Oui, leurs sauts sont incroyables. Il y en a vraiment un moment, mais on voit les câbles là, hein, sans déconner. Et surtout, la position du saut est vraiment géniale. J'aimerais juste débarquer dans les salles, juste dans ma vie, j'aimerais débarquer chez les gens comme ça, avec un saut de Razak. C'est majestueux. Je pense qu'en fait, ils ont des griffes, et pour moi, c'est un peu le personnage espagnol dans Street Fighter 2. Vega. Oui. C'est un peu Vega dans Street Fighter 2. Voldo, pour ceux qui sont plus Soul Calibur. Ouais, mais il n'y a pas Vega le côté sautillant.
Ouais, mais Voldo, il y a le côté chelou avec une tête bizarre et Oui, des c'est vrai. positions un peu, voilà. Voldo, Donc, un il mange mélange des entre larves. les deux. Alors que Vega, a priori. non. Oui, eux, c'est des larves, du coup. Ils sont vraiment dégueux. En plus. Normalement, c'est des oiseaux. Ah ouais Et Ils ont pris vraiment l'inverse. Non, mais non, tu es ce que tu manges. Tu vois les méchants, Ah. tu vois les méchants dans Dark Crystal? Ouais. Bah les Razak c'est ça normalement, mais en plus en pas recroquevillé quoi, on est lancé et physiquement fort, mais normalement ils ont des gueules d'oiseaux normalement en Mais fait. c'était très bizarre comme choix artistique. Oui. Ok. Et donc, bagarre dans la forêt avec les méchants. Et alors, c'est très pratique parce que dans la forêt, il y a des arbres et des branches. Et qu'est-ce qu'il a appris comme mot elfique? Bah, arbre et branche. Du coup, il utilise des sorts pour tuer les mecs à buter. On dirait que c'était prévu, genre. Ouais, franchement, c'est vraiment bien écrit quand même. C'est quand même beaucoup de chance. Et pendant ce temps, Brom se bat à l'épée contre un mec et galère de ouf. On aurait tendance à oublier qu'elle utilisait de la magie 10 minutes plus tôt, de fait. Non, mais je crois que t'as besoin de ton dragon pour utiliser la magie. Bah, elle utilise quand même les flammes, hein. C'est vrai. Ouais. Ouais, mais je Ok. crois qu'il est juste capable d'allumer un petit feu, mais c'est tout. Là c'est le genre de détail que On s'en fout un peu. Ouais. Ouais. Enfin bref, il se bat surtout avec sa superbe épée Ouais. de geek qui va à la Japan Expo. Son épée rousse qui donne +3 à la force et +4 au Exactement, elle est trop belle son épée. Et qui brille quand il y a des ennemis qui sont autour de lui. ça me fait mal de me moquer de ça alors que je suis un gros fan de jeux de rôle et que c'est le genre de truc que je surkiffe, mais bon c'est vrai que ça fait vraiment ça quoi. Et suite au combat, c'est vrai que- alors il y a quand même une super scène sur l'épée qui brille, qui est stylée. Et puis après, le combat se termine et Brom s'en va engueuler Eragon pour le fait d'avoir rejoint dans la forêt, parce que de fait, ils sont croûtés. Saphira a failli se blesser. Ouais, elle s'est fait un bleu. Ah. Putain, la vache. Et du coup, après ça, ils discutent un peu. Et alors, pendant la discussion, révélation impressionnante. Non, me dis pas que. Vas-y. Et si, Non, non. Brom était en fait un dragonnier. Non. Et en fait, Morzan, qu'on découvre à ce moment-là, un allié du roi, a tué le dragon de Brom. Oh non. Oh, Et c'est pour destin ça terrible. qu'il est devenu fou. Et il a poursuivi ce mec pendant des mois. Il l'a retrouvé. Il l'a tué, tuant ainsi son dragon, qui était le dernier dragon qui n'était pas celui du roi. Et depuis, il s'en veut. C'est pour ça qu'il s'est mis en ermite et en mec chelou dans le village. Et c'est pour ça qu'il se rase plus la barbe. Notamment. Mais un petit peu, mais pas Un assez. petit peu. Juste Parce 3 que- jours. Juste la barbe Juste de 3 jours. Voilà, mais parfaitement 3 jours constants. Pour faire en sorte qu'il soit quand même un vieux beau sexy. Ouais. Ouais, voilà. Ah, C'est vrai que ça Jeremy fait quand même Iron. 2 semaines qu'il a une putain de barbe de 3 jours, l'animal. Hein. Et donc, on sait que maintenant, il reste que deux dragons, celui d'Eragon et celui du roi. D'ailleurs, vous vous souvenez du roi? Là, je l'avais oublié. John Malkovich? Ouais. Bon, on le voit quasiment pas, on le voit au début, à la fin. Et c'est Ouais, bah c'est ça, à ce moment-là, j'ai fait putain, c'est vrai, il y a John Malkovich. Bah dans il le a film, plus sa incroyable. pierre, il souffre. Je souffre sans ma Par pierre. Dans sa chambre, il a un mur où c'est vraiment la carte, genre immense. Il a une belle carte du monde. Non et puis en rouge. aucun effort sur la carte, c'est vraiment la même carte que t'as sur la première page des bouquins de fantasy, t'as toujours la carte de l'univers dans lequel t'es, c'est la même. Genre ils ont même pas redesigné la carte. tu C'est vois. un fan du livre Eragon. Il a trouvé une affiche. En fait, on est d'accord que c'est juste un putain de fan de New Age qu'il a acheté une bière en 2005 et il veut plus s'en débarrasser, quoi. Tellement. Mais oui. Ça a soigné ses maux de tête. Et maintenant, il souffre sur sa pierre. Je souffre le martyr sans ma pierre. En parlant du roi, retour chez Palpatix N-1 d'Urza, qui est toujours pas content car ses hommes sont nuls, et en plus il a gagné un point MEDEF, donc maintenant il tue carrément ses hommes. Point MEDEF. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la façon dont il tue. Oui, j'avoue, il prend son vieux ongle dégueulasse et il le met dans le cerveau. Mais en plus, et moi je me disais, en fait, il fait une sorte de signe du De pistolet pistolet qu'il met sur la tête. Et je me suis dit, il va lui tirer une balle. Et je disais, mais attends, c'est pas possible, il y a vraiment un problème. Et non, il lui tire un ongle. Il lui triture les neurones. Et c'est la même façon dans Harry Potter quand il enlève les souvenirs, sauf là il enlève la vie. Ouais, oui. 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 Donc il en bute un. Il promeut le N-2, qui devient donc le N-1. Qui a l'air très content. Ouais, tu m'étonnes. Le mec, il est clairement encore plus sur la sellette qu'avant, mais bon, c'est pas grave. Et après, il va voir Arya, qui l'a toujours emprisonné, et il l'utilise pour appeler Eragon. Globalement, il a fait apparaître dans le rêve d'Eragon et lui dit « Viens me sauver, je suis à la forteresse, machin ». C'est clairement un piège, Eragon le sait, Brom le sait, Saphira le sait, tout le monde le sait. Mais comme le sang de Eragon est irrigué vers un autre endroit que son cerveau, il y va quand même. On dirait vraiment, tu sais, un SMS que tu reçois sur ton téléphone. Eh, je suis au McDo, tu viens? Ouais, c'est- Surtout, j'ai trouvé qu'on dirait début d'un jeu de plateforme quand il y a la princesse de façon super caricaturale qui dit « Au secours, je suis prisonnière, viens me libérer !»
Moi, ce que je trouve le move très con, c'est quand même, quitte à faire ça, et il l'aurait pu donner un autre château. Comme ça, il l'attendait dans un autre château où Arya n'était pas. Ah non, mais c'est le méchant qui voulait justement Bah oui, il va dans l'autre château. Il aurait pu attendre dans un autre château, comme ça. Parce que comme ça, il récupérait y avait même aucun pas risque qu'il récupère la meuf. Ah. Ou alors dans la forêt, tu vois. Ou alors il aurait pu la déplacer. Oh putain, non, vous êtes trop intelligent. Hein. On est des meilleurs stratèges que lui, c'est fou. Donc, il dit qu'il y va. Brom lui dit non. Saphira lui dit non. Lui dit oui. Il engueule Saphira. Il y va avec Saphira. Très bien, l'ambiance donc. Il y va donc seul. Et pour être discret, il décide de. Enfin, il se pose à côté de la forteresse. Et il dit on attend la nuit. Et pour être discret, j'irai seul. Le mec, il sait pas se battre à l'épée. Il a un arc avec une flèche. Il connaît pas trop la magie. En tout cas, il sait pas dire pierre, sachant que c'est dans une forteresse, ça aurait été pratique. Et la seule truc cool qu'il a, c'est un dragon. Il se dit non, je vais y aller sans quand même, c'est mieux. Mais il met une capuche. Il met une capuche. Une grosse capuche. Grosse capuche. C'est vrai que quand tu mets une grosse capuche, tu gagnes 10+ en force. Il arrive à l'entrée du fort, car il n'y a pas de garde. Et il rentre dans le fort, car il n'y a toujours pas de garde. Et il trouve les prisons, où il n'y a pas de garde non plus. Il trouve la cellule de Arya, il n'y a toujours pas de garde. Et lui ne se pose toujours aucune question. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que, en fait, c'est ce truc qui m'a un peu sorti du film, c'est qu'il utilise la vision dragon pour voir à travers les murs, mais j'avais vraiment compris qu'il voyait ce que le dragon voyait. Je pensais pas qu'il avait les yeux d'un dragon. Je trouve que le film est vraiment pas clair là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Mais donc en fait, Saphira, elle est à côté ou c'est quoi le... Le film fait ça super mal, alors que normalement, non, ça lui donne la vue d'un dragon. Ouais. Et là, je disais, mais en fait, oui, je pensais pour moi, ce sort lui donnait POV ton dragon. Non, il est à POV jeu vidéo, c'est la vision d'aigle magique qui fait que tu peux voir à travers les murs quand c'est pratique. Comment Assassin's Creed n'a rien inventé ? Je crois qu'Assassin's Creed est plus vieux que le film, mais... Oui, mais bon, grâce à effectivement sa vision d'aigle, oui, bah, c'est comme ça qu'on aurait dû l'appeler dès le début, en fait, du coup. Et vision magique, ça sonne mieux. Ouais, c'est vrai, grâce à sa vision magique, il trouve où est Arya, il arrive dans la cellule d'Arya, et putain, il y a enfin quelqu'un, il tombe en nez à nez avec Durza. Enfin, un méchant, un vrai, un combat, ils sont seuls face à face. Le combat commence par un échange de sorts, puis Durza prend une lance, lui lance, et Brom apparaît, prend la lance, et disparaît dans le fond. Enfin, dans le cadre. Disparaît du cadre. Pour préciser ceux qui n'ont pas vu le film, en fait, Brom se prend la lance, mais dans le torse, en fait. Hein. Ouais, voilà. Fait non. Moi, ce que j'aime beaucoup imaginer, c'est le fait que Brom est caché derrière la porte depuis 10 minutes et il attend vraiment le moment où la lance va arriver. Enfin, non. Moi, ce que je maintiens, c'est que lui, il a volé en dragon. Brom l'a rejoint en cheval. Son cheval, il s'est épé, je sais pas, genre vraiment. Il est trop rapide. À chaque fois, il rattrape un dragon. Là, je m'interroge. Parce que sur le papier, c'est pas logique. Brom est blessé et tombe par terre. Eragon arrive à tirer une flèche dans la tête de Durza qui disparaît. En souriant. En souriant, d'ailleurs. Oui, il est content de mourir. Et tente de s'enfuir avec Brom et Arya. Donc, il récupère les deux qui sont pas dans un super fier état. À ce moment-là, c'est le moment où tous les gardes se rappellent qu'ils ont un métier et arrivent dans la salle principale de la prison. C'est la fin de la pause aussi. Le café est terminé. Et c'est à ce moment-là que Saphira se dit que elle est quand même vraiment pratique. Elle arrive, elle pète le plafond et fout un peu le bordel au milieu des gardes. Nouvelle petite bataille où Dark Sasuke revient, tire une flèche qui prend vraiment très longtemps à tirer. Je suis désolé, les scènes d'action dans ce film elles sont super longues à chaque fois. Par contre, sa flèche, elle avait fait plus 10, parce que j'aurais tué 5 gardes avec une flèche. Il est vrai. Mais grâce à ça, ça permet à Eragon, Brom et Arya de monter sur Saphira et Saphira de s'envoler. En laissant toujours Dark Sasuke tout seul avec les gardes au final. Bon courage à lui, big up. Et en attirant ça plus loin, on découvre que Brom est en très très mauvais état. Il offre son épée à Eragon en lui disant adieu. Eragon essaie de le sauver avec un sort. Lui, il l'a appris où ce sort d'ailleurs ? On sait pas. Voilà, il tente de le sauver, il est pas assez fort, ça marche pas, et il comprend qu'il faut abandonner et que Brom va mourir, et il décide quand même, alors ça c'est une des rares scènes que j'ai trouvé vraiment belle du film, c'est qu'il décide de mettre Brom sur le dos de Saphira pour qu'il meure en volant vu que c'est un dragonnier. J'ai trouvé le move très beau. Le vrai problème avec cette scène que j'ai, c'est la musique, qui pour moi est une musique de fin de Harry Potter 1. Elle est joyeuse de ouf. Genre, elle est calme, posée, joyeuse. Genre... lui, il s'endort avec un petit sourire, hein. Il a l'air plutôt heureux, donc... Ouais, mais après, tu vois Eragon en train de chialer avec cette musique. Ouais. Je sais pas, ça m'a pas choqué. Mais je suis d'accord avec toi pour le coup, parce que je crois que ça, c'est un des trucs qui est pas dans le bouquin. Pour le coup, c'est vraiment un truc inventé du film, et c'était une super idée. Genre, vraiment, le coup de... il va chevaucher une dernière fois un dragon avant de mourir. Genre, c'est vraiment une bonne idée. C'est plutôt classe. C'est émouvant, quoi. Ouais, c'est... pas mal. Pour revenir aussi sur une chose que tu as dit par rapport à l'esprit, l'instinct de survie d'Eragon, il y a Brom qui lui explique qu'il y a des sorts qui lui prennent de l'énergie, en fait, qu'à chaque fois qu'il fait des sorts, il devient de plus en plus faible, et qu'il y a des sorts qu'il ne peut pas faire
actuellement, parce que s'il tente de les faire, il risque de mourir. Tu comprends que probablement ressusciter quelqu'un fait partie de ses sorts, ça me semble assez logique. Et vraiment, troisième sort qu'il fait du film, c'est d'essayer de ressusciter quelqu'un. Attends un peu avant de faire ce genre de move quand même, s'il te plaît. C'est vrai que j'ai pas très bien expliqué ce fonctionnement des sorts, mais il était encore très obscur pour moi après le deuxième visionnage quand même. Après, pour le coup, Eragon, là où le film respecte pour une fois le bouquin, c'est que le personnage a un sentiment d'autopréservation inexistant. Genre vraiment, le premier bouquin, toute l'histoire du premier bouquin et du film sont différentes. Vraiment, ça n'a aucun rapport. À la rigueur que ce soit différent, c'est des médias différents, Non, mais c'est c'est une ça. adaptation. Bref. Mais pour le coup, ça c'est un des trucs qu'ils ont respecté, c'est que Eragon est con. Alors il est plus jeune dans le bouquin, il a 15 piges, il a pas 17, mais il est aveuglé par la vengeance et par la haine dans le bouquin, et du coup, il s'en fout en fait, il est prêt à tout sacrifier pour ses trucs et tout. Donc, c'est un des rares trucs qu'ils ont respecté, tu vois, à peu près, avec deux personnages. Je crois qu'il est décrit comme ayant, genre, 1 tiers de courage et 2 tiers de débilité ou un Oui, truc c'est comme ça, il vaut mieux un grain de courage que 3 brins de folie. Non, c'est pas ça. Non, c'est 1 grain de courage pour 3 brins de folie. Ah oui, c'est ça. Voilà. Qu'il a répété 20 fois, et vu que j'ai vu le film 3 fois, je ne peux plus Donc entendre tu l'as cette maintenant phrase. 60 fois dans la tête. Ah, j'ai envie de crever, je te jure. Il décide quand même, en vrai, de faire une tombe, et Saphira souffle sur la pierre, qui la transforme en cristal. Alors, je suis pas physicien, mais je veux bien qu'on me l'explique celle-là. La gueule, c'est magique. Voilà, Voilà. on s'en fout. Dans le bouquin, c'est de la magie. Voilà, très ça bien. se transforme en cristal et c'est super pratique pour conserver la viande. Franchement, ça devrait remplacer les frigos. C'est exactement la raison qu'il dit, c'est comme ça, il lui offre de rester conservé dans ce physique pour toujours. Rappelons, un homme vieux avec une barbe de 3 jours et des vieilles poches. Moi, j'aurais pas voulu. C'est toujours mieux que de disparaître dans un tas de draps, hein. Oui. C'est l'oncle, ça, non? Non, c'est Obi-Wan Kenobi. Ah oui, putain. Bon, c'est Franck aussi, mais c'est pas grave. Moi, j'ai d'abord pensé à Frankenfurter, mais bon, ok, chacun ses rêves. Bon, c'est pas grave. Donc on a Eragon qui se rappelle que il avait effectivement son mentor qui est mort, mais il a une deuxième personne qui l'a sauvé, Arya. Et Arya, elle va pas très très bien parce que Arya a été empoisonnée par le méchant et il sait pas trop comment faire, donc il aimerait la sauver. Et à ce moment-là débarque Dark Sasuke. Dark Sasuke, alors faut dire, excuse-moi de revenir sur Arya, mais putain, depuis le début, elle était prisonnière et elle se faisait torturer. Elle se fait libérer. Dans la seconde où elle se fait libérer, qu'est-ce qui lui arrive? Elle se fait empoisonner et elle a besoin de nouveau d'être sauvée parce que sinon elle va mourir à cause du poison. Mais parce que c'est une femme, elle a besoin d'être sauvée tout le temps. C'est faux, je ne pense pas ça. Mais pour le coup, là, effectivement, elle ne va pas bien. Et à ce moment-là, débarque Dark Sasuke, donc un beau jeune homme avec les Murtag. Murtag, exactement, qui débarque. Et alors au début, ils ne lui font pas trop confiance, mais il se rappelle que c'est lui qui les a sauvés des gardes. Et il explique que, en fait, il sait exactement comment la sauver. Et pour la sauver, il faut aller chez l'Alliance Rebelle, donc les Varden. Ce qu'ils auraient dû faire depuis un petit moment, mais comme ils ont dû sauver Arya, ils ont fait un petit détour pour sauver la demoiselle en détresse. Ce que j'aime beaucoup avec cette scène, c'est que Eragon, il est seul dans un endroit qu'il connaît pas, avec une personne blessée. Le gars arrive et lui dit « Moi, j'ai besoin de personne. » Bah si, enfin vraiment, factuellement, si, juste. Ouais, effectivement, il est pas très intelligent le Eragon, mais il finit par faire confiance à Murtag qui lui dit mais en plus moi je sais exactement comment faire pour aller chez les Varden. Donc ils finissent par le suivre, il débarque par une porte cachée dans une cascade et il arrive et il dit devant ce groupe de rebelles qui, pour le coup, sont très bien habillés. J'adore l'ADA cool, hein. de cet endroit. Et il leur dit ouais, moi, je suis le draconnier, le Dragon Rider. Et ils font ok, bah, prouve-le. Alors, il dit ok, bah, je vais appeler ma dragonne. Et il appelle sa dragonne et il fait viens, mais tranquille. À ce moment-là, Saphira, qui a compris ce qu'elle devait faire, débarque en hurlant sur tout le monde. Ce que je trouve assez marrant comme façon d'être tranquille. Et je trouve d'ailleurs que pendant tout le film, Eragon est super paternaliste avec Saphira. À chaque fois, il est là genre fais attention à toi. Frérot, c'est une dragonne. Je pense que pour le coup, c'est plus toi qui dois faire attention à toi. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il rejoint la rébellion. Enfin, il arrive chez les Varden. Tu rencontres plein de nouveaux personnages. Il reste 20 minutes de film. Mais genre, non. Là, on découvre 3 personnages en quelques minutes. Non, quoi. C'est par rapport au ton paternaliste de Eragon. Moi, c'est en plus un truc qui me fait rire, c'est que Brom, un des premiers trucs qu'il dit à Eragon dans le film, c'est
en fait, il te pourchasse toi parce que ce sera vachement plus facile de te buter que de buter ta dragonne. Et si tu meurs, ta dragonne meurt, donc tout le monde est content. Et c'est vrai que le mec, il est en mode ouais, fais attention à toi, sois prudente, etc. Alors que c'est lui la cible, c'est lui qui est en danger en fait. Bah, en vrai, genre les deux sont cute, mais c'est vraiment lui à chaque fois qui est là, genre fais attention. Enfin, genre, take care, et t'es là, genre, mais c'est bon. Après, à chaque fois, lui répond sois prudent, ils le font plusieurs fois dans le film. Ouais, mais c'est toujours lui qui initie le truc. Qui initie le truc de genre, fais attention à toi. C'est bon. Et à ce moment-là, le chef des rebelles, dont j'ai complètement zappé le nom, je ne suis pas sûre qu'on ait le nom. Je crois qu'il n'est pas nommé. Non, il n'est pas nommé. Tous les personnages des rebelles qui sont essentiels dans le bouquin sont pas nommés. Mais voilà. Et donc le chef des rebelles voit, parce qu'il y a Murtag qui est arrivé avec eux, il regarde Murtag et puis on sent qu'il le reconnaît. Et Murtag baisse un peu les yeux, genre il essaye un peu de mettre sa frange de Dark Sasuke devant son visage pour pas qu'on le reconnaisse. C'est tellement ça. Et il fait mais attends, toi je te connais, t'es le fils d'un des méchants. Alors c'est le fils de Morzan. Morzan, si j'ai bien compris, c'est celui qui a tué le dragon de... C'est ça. Dans l'univers de Eragon, Morzan c'est Dark Vador. C'est le dragonnier qui a trahi tout le monde en rejoignant Galbatorix et personne s'attendait à sa trahison. Et c'est le père de Murtag. Qui est donc Ben Solo. Et spoiler alert, c'est le père d'Eragon aussi, parce que de toute façon le film, il n'y aura pas de suite, donc voilà, spoiler. Oui, Murtag et Eragon sont frères, spoiler, ça arrive dans le tome 2. Attends, mais ils ont pas la même mère. Moi j'ai lu qu'ils avaient la même mère. Non, ils ont le même père, mais pas la même mère. Ah. Ils sont demi-frères, pardon. Ok, et c'est pour ça qu'il ressemble vraiment plus à son cousin qu'à son demi-frère finalement. Oui, peut-être. T'es sûr c'est pas l'inverse? J'ai voulu lire un des trucs et j'ai lu l'inverse. C'est pas l'inverse. Non, ils sont tous les deux le fils de Morzan, ça c'est sûr. D'accord, ok. Parce que pour le coup, quand Eragon découvre qu'il est le fils de Dark Vador, il est en mode non, mon père est un monstre et tout. Et quand il lui dit je suis ton père, il fait non. Et que concrètement, Brom c'est vraiment Obi-Wan Kenobi. Genre Brom, c'est lui qui a mis Eragon dans ce village-là. Non, je pense qu'on va beaucoup parler du monomythe. Non mais. Et on le voit à un moment, Morzan. Non, maintenant il est mort, il a été tué par Brom. Ce qui est on le voit marrant, dans des flashbacks. Ce qui est marrant, c'est que si je dis pas de bêtises, Morzan, c'est le seul moment où il est nommé dans ce putain de film, c'est là. Et t'es censé comprendre que Morzan, c'est celui qui a tué. Non, Brom raconte l'histoire. Non, Brom en parle. Oui, mais il donne pas son nom. On en parle aussi au tout début. Ah, il dit Morzan. Putain, oui, bah faut s'en souvenir quand même. Parce dans que le speech du début, je crois qu'il donne son nom aussi. Non, dans le speech du début, il y a que Galbatorix qui est nommé. Non, mais avec un nom comme ça. C'est Brom qui dit Morzan parce que son épée, l'épée rouge, c'est l'épée de Morzan notamment. Okay. Il dit que c'est l'épée qu'il a volée, etc. Oui, d'ailleurs que Eragon a récupéré l'épée de Morzan, plutôt dans le film. Donc le chef des rebelles reconnaît Murtag, donc le fils de Morzan. Et il lui dit mais t'es le fils de ton père. L'autre il dit ouais mais moi j'aime pas mon père. Il fait non mais tu vas quand même aller au cachot. Et il le met au cachot parce que apparemment avoir un père qui est méchant, ça fait forcément de toi un méchant. Après il dit oui non mais comme on est des rebelles, on veut pas se faire repérer, donc on va être sûr que personne on veut avoir aucun risque qu'il y a un traître. Donc bon, on peut comprendre qui veulent le mettre au cachot, même si on va avoir une grosse bataille un petit peu plus tard. Je ne veux pas trop spoiler. Après, d'un autre côté, moi je comprends la logique. En France, en politique française, on a un très bon exemple de l'enfant qui est aussi pire que le parent. Oui, alors, mais ce serait bien qu'on les mette en prison pour le coup. Dans ce ça serait pas mal ça aussi. Attends, de quoi? Marine Le Pen. Au pire, si je suis en train de mater Baron Noir en ce moment, je devrais comprendre, mais non. À ce moment-là, on décide de préparer Eragon et Arya pour la grosse bataille finale. Donc, ils mettent leur super belle armure, toute belle, toute argentée pour Eragon. Oui, pardon, elle vient d'où l'armure? Enfin, genre. Mais ils l'ont faite. Ils ont dit, en une nuit comme ça là. Ouais. Ouais, ils sont forts, putain. Ouais, ils sont très très forts. Et puis surtout, c'est la temporalité de ce film qui est très très forte. Tout le monde a des armures à la fin. Je veux dire, Arya, elle est guérie, elle a une armure. Eragon, il a une armure. Enfin bref, c'est vrai qu'Arya est guérie très très vite. Elle va mourir et en fait. En même temps, on s'en foutait. Enfin, bref. Non, mais Arya, c'est impressionnant. Elle arrive, elle est en PLS sur un dragon. Le lendemain, ouais, elle dirige une armée. Allez. Enfin, une partie de l'armée. Tranquille. Allez. Easy. Et donc Eragon qui est tout argenté, Arya qui est tout en doré avec pareil des plumes en or dans les cheveux, une petite barrette. Ça doit être tellement lourd, sa mère. Et donc Eragon découvre qu'il y a aussi une magnifique armure pour son dragon. Il fait le petit tour de la forteresse dans laquelle ils sont, qui est plutôt jolie aussi, franchement, cette espèce de Minas Tirith-like dans la montagne. J'ai trouvé ça plutôt bien fait. J'adore la ville. Il y a des bâtiments qui ont l'air impressionnants. Du coup, je trouve ça normal que tout ce qu'on ait vu, triste que tout ce qu'on ait vu, ça soit dans des grottes. Et alors ça, petit rapport au bouquin, si j'ai bien compris, dans le bouquin, il y a des nains. Et je trouve que les bâtiments font très nains.
Il n'y a pas de nains, et du coup, ça m'énerve. J'adore les nains. En fait, normalement, ils sont les Verden. Normalement, en gros, c'est un peuple du sud, d'où l'esthétique très orientale et Afrique du Nord. Ils se sont réfugiés parce qu'ils ont perdu la guerre chez les nains. Donc normalement, c'est chez les nains. Tout est dans des cavernes. Sauf que là, ils se sont décidés que c'était compliqué. Et alors moi, je me souviens quand j'étais gamin et que j'ai vu le film, j'ai cru que les nains faisaient 1m80. Et je me suis dit, putain, mais ils sont vraiment cons à ce point-là. Alors, en fait, des nains d'1m80. En fait, non, il y a juste pas de nains. Pas de nains, ouais. Et par contre, il y a un truc qui est très étrange, c'est qu'il y a plusieurs plans sur cette espèce d'immense forteresse qu'on voit, donc par lequel on passe dans une caverne et ensuite il y a une crevasse et autour il y a plein de bâtiments dans la montagne. Mais selon le plan, en fait, ça fait soit 200 hectares, soit genre 3 km. Ouais, non mais je suis d'accord. C'est très très bizarrement filmé cette scène-là. Mais bon, on voit une petite préparation de la guerre va se préparer. Eragon va parler à Saphira pour s'échauffer un peu, dire ouais, on va se battre contre les méchants, on va gagner, c'est bien et tout. Et à ce moment-là, Saphira fait son premier jet de feu. Et c'est malheureusement un moment que j'ai trouvé un petit peu malaisant. Je sais pas pourquoi, genre ce moment-là, je pense que ça devait être une montée un peu en puissance. Et j'étais genre ouais, j'aime pas trop ce moment, il me met un petit peu mal. Et j'ai pas trop su mettre le doigt de pourquoi. À ce moment-là, l'alarme sonne parce que les méchants vont débarquer et la bataille va commencer. On a une première arrivée des Uruk-hai. Alors je vais faire un peu rapide la bataille. Pardon, un point stratégie. La bataille commence, les Uruk-hai arrivent, ils mettent 2 bonhommes, puis 5 bonhommes, puis les gens derrière pour les laisser rentrer. Alors que quand t'as une armée qui va arriver par un point restreint, n'importe qui va se dire je mets l'armée autour et je bombarde là. Non, là, on les laisse rentrer, arriver au milieu et puis après, on voit. Tout bon gamer contrôle les choke points. Merci. Mais oui. Enfin, je suis vraiment une merde en stratégie. Mais alors, celle-là, je l'aurais pas fait. Et donc, Durza arrive avec sa grosse armée. Durza arrive avec sa grosse armée et qu'on voit débarquer en plus. J'ai trouvé que ça ressemblait un peu, je sais pas si vous avez déjà vu au ski, les descentes au flambeau. Oui. Ça ressemblait un petit peu à ça, je trouvais ça très mignon, avec leurs petits flambeaux et tout, le long de la montagne. Donc Eragon décide de monter sur Saphira et de cramer un petit peu partout. C'est intéressant quand la plupart de tes fortifications sont faites en bois. J'ai noté la même chose, mais ils sont vraiment complètement cons jusqu'au bout en fait. C'est vraiment pas très intelligent. Et on voit aussi Murtagh qui est dans son petit cachot en bois, qui tape un peu partout en disant « Laissez-moi sortir, moi aussi je veux me battre !» À ce moment-là débarque un Uruk-hai dans son donjon en bois. Uruk-hai qui donne un gros coup de pied qui fait péter un mur de sa maison en bois, comme quoi sa prison en bois n'était pas si solide et s'il voulait vraiment sortir pour se battre, il aurait peut-être pu réussir à le faire un petit peu plus tôt. Peut-être qu'au fond, il voulait être en prison. Je pense qu'il voulait être un petit peu dans son donjon et il s'y sentait probablement mieux que dehors. Et donc s'ensuit la bataille et là arrive le grand méchant, j'oublie toujours son nom, le sorcier. Durza. Méchant X-N-1. Vous avez pas vu Durza Je voulais la faire depuis le début. Et Durza, ça c'est assez beau, il arrive à fabriquer un dragon en fumée. Et là tu te dis, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il y a tant besoin des dragons et des œufs de dragon depuis le début, si t'arrives à faire des dragons en fumée noire aussi facilement. Il monte donc sur son dragon en fumée noire et là s'ensuit au-dessus de cette bataille des différentes armées, une bataille en dragon qui est plutôt belle. Ouais. C'est une belle chorégraphie et un peu plus tôt dans le film, on a appris que la seule façon de tuer Durza, c'était de lui enfoncer. Oui, parce que pourquoi est-ce qu'il est revenu, Durza ? On pensait qu'il était mort. Il avait reçu une flèche dans le front. Eh ben non, parce que pour tuer un sorcier de l'ombre, il faut un lui vampire. enfoncer. On peut dire non, parce que... Oui, c'est vrai. parce qu'en fait c'est un vampire. Oui, j'avoue. Attends, on peut parler aussi pourquoi son maquillage d'un coup il est encore pire qu'avant. Alors dans le bouquin, il a été défiguré par Galbatorix qui était pas content de lui, mais c'est jamais dit dans le film. Ok, d'accord. Dans le film, il est juste plus moche et voilà. Bah, il est mort. Je veux dire, quand tu meurs et que tu ressuscites, t'es peut-être un peu défraîchi. Et donc le seul moyen de le tuer, c'est un pieu dans le cœur. Exactement, un coup d'épée dans le cœur, quelque chose dans le cœur en tout cas. Il faut lui briser le cœur. Durza sur son dragon de fumée et Eragon sur son dragon d'écaille se battent, se mettent sur la margoulette à différentes reprises. La bouche du dragon de Durza étant énorme, elle arrive à choper Saphira, qui se retrouve en bien mauvaise posture et qui est de plus en plus faible. Oh non. Eragon se rend compte que ses pouvoirs sont aussi de plus en plus faibles. Il dit « Mais que se passe-t-il ? Je perds mes pouvoirs !» Et Saphira lui dit « Mais non, c'est moi qui perds de la force, donc tu perds aussi tes pouvoirs. » Alors, c'est vraiment
là, on pense que que tout va finir et que tout est joué et que c'est la fin. Mais c'était sans avoir pensé à la débilité et l'incapacité à avoir d'instinct de survie de la part d'Eragon, qui a une stratégie absolument incroyable. Non mais oui, moi je dis depuis le début, le mec n'a aucun instinct de survie. Oui, vas-y. Bon, en même temps, là, il est en très très mauvaise posture. C'est un peu le truc, c'est un peu la dernière tentative avant qu'il se fasse tuer par le grand méchant avec son énorme dragon. Ouais, enfin, attends, noir, quoi. T'as quand même des dernières tentatives où t'as plus de chances de réussir que ça. Parce que là, à 2 cm près, il est mort. Ouais, mais après... Alors déjà, faudrait expliquer ce que c'est. Donc, ce qui se passe, c'est que d'un seul coup, on voit que Eragon n'est plus sur la selle de Saphira, et ce qu'il a demandé, c'est de se faire catapulter par la queue de Saphira vers d'Urza et de lui enfoncer son épée dans le cœur. Là-dessus, d'Urza, il explose. Bah, il meurt et il explose, voilà, il part en fumée. Et Eragon se rappelle que, en fait, j'avais peut-être pensé à l'envoi, j'avais pas pensé à la chute. Oui. Oui, mais c'est cool. Oui, mais moi je trouve ça cool. Moi, enfin, je veux dire... genre vraiment, c'est le meilleur plan du film. Ouais, très stylé. Moi, je trouve que le fait que le gentil fasse un truc inattendu au péril de sa propre vie, etc. Enfin, je veux dire, faire un move débile dans un film d'action pour save the day et pour sauver le monde, moi je suis à fond. Genre vraiment là, quand j'ai revu la bataille, parce que moi je me souviens que la bataille, vu qu'elle se passe pas du tout comme ça. À l'époque, j'étais vraiment très attaché au bouquin, donc quand je l'avais vu le film, j'avais détesté. Et là, en revoyant, j'ai vu cette scène et j'ai fait. Putain, je me souvenais pas qu'il se faisait catapulter par la queue de Saphira comme ça bien, sur le méchant. J'étais en mode, putain, mais c'est tellement cool. Genre vraiment, tu sais, je me dis, putain, ça, pour le coup là, c'est héroïque, tu vois. Je me dis, waouh, trop carrément. Et donc, il plante son épée dans le cœur du méchant sorcier qui disparaît. Il commence à tomber vers le sol et il se fait rattraper par Saphira qui tombe avec lui, et à ce moment-là, petite scène où on se dit mais que va-t-il se passer? Est-ce que Saphira va mourir? Comment va se passer la fin? Et on est un peu triste, et puis on se rappelle que y a plein de livres qui sont sortis et qu'a priori Saphira ne va pas mourir à ce moment-là. Ce qui se passe, c'est que Eragon fait son sort de résurrection, j'allais dire ressuscitage, non, de résurrection. J'aime bien ressuscitage. et donc, ce sort étant tellement... pompe tellement d'énergie qu'il tombe dans les pommes. Encore, ce garçon ne fait que tomber dans les pommes. Il se réveille. Et là, lorsqu'il ouvre les yeux, la première chose qu'il voit, le premier être absolument magnifique qu'il voit apparaître devant lui, c'est Murtagh. Qui dit, ah bah dis donc, tu as bien dormi, tiens, voilà des vêtements pour toi. Les amis, c'est le gros happy end des familles. Tout le monde est guéri. Tout est beau. En plus, c'est hyper lumineux. Ça ressemble beaucoup à la scène quand il y a Frodo qui se réveille chez les elfes dans le 1 et que genre tout est super c'est pas contrasté quand genre c'est hyper lumineux. Surexposé, voilà, super surexposé. Il y a quand même, enfin, en vrai, quand il se réveille, il demande à Murtagh et Saphira. Oui. Et il attend 30 secondes avant de lui dire non, mais c'est bon, elle va bien. Et genre vraiment, il laisse 30 secondes en mode non, je crois il dit un truc genre tous les, enfin. Parfois, les amis nous quittent sur le chemin. Oui, non, mais il dit une réplique qui n'a aucun sens d'ailleurs. Mais genre, oui, ça arrive de perdre des amis ou un truc comme ça. Il dit le One Piece, c'est les amis qu'on se fait en chemin. Non, mais oui. Ouais, c'est ça, non, mais vraiment. Et puis en fait, puis la Saphira arrive et fait, mais il y en a certains qu'il vaut mieux garder. Et puis j'étais en mode. Elle était derrière la porte de la caverne, elle était genre, ils ont préparé leur stand-up ensemble. Elle est nulle ta phrase. Vraiment, pire pote quoi. Genre c'était vraiment ta pote est morte, prank, ça tourne mal. Et donc après s'être rendu compte qu'effectivement son dragon était toujours en vie, il demande et où est Arya? Et ah oui, d'ailleurs Saphira lui tape un peu sur les doigts pour lui dire quand même c'était bête un peu que t'essayes de me ressusciter, tu aurais pu mourir, mais je suis contente d'être vivante quand même. Donc voilà. Et donc ils vont chercher Arya dans une plaine parce que effectivement les dragons vont toujours plus vite que les chevaux. Apparemment ça a l'air assez évident, sauf que ça ne l'est pas du tout pendant le film. Et il voit Arya, et il y a une belle discussion où Arya, encore une fois, je suis désolée, je reviens sur ça, mais ça me dérange beaucoup qu'elle soit habillée avec un style de vêtements amérindiens. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai l'impression qu'ils ont essayé de coller à des styles de choses très précises dans le monde. Enfin, en fait, elle pourrait être habillée comme ça, mais vraiment, le reste de son chara design ne correspond pas, et ça me frustre, ça m'énerve. Je bloque un peu là-dessus. Et donc Eragon demande à Arya mais dis donc Arya, dans combien de temps nous reverrons-nous? Et elle lui répond
quelque chose un peu bizarre comme de toute façon le temps passe. J'étais genre, ok. Mais il y a des phrases où vraiment ils sont faits. Ouais, attends, c'est profond ça. Ouais. Et le film se finit, mais non, le film ne se finit pas vraiment, car on voit le roi sur son trône, qui est quand même toujours un peu chafouin d'avoir perdu sa pierre, et un gros plan sur son gros dragon à lui, parce que c'est un gros dragon très méchant, ce qui prévoit une suite à ce film incroyable, suite qui n'est jamais arrivée. Et voilà les gens, c'était Eragon. Alors maintenant, on va répondre à la question du podcast, c'est-à-dire qu'on va trancher. Eragon, c'est un film qui s'est craché, mais est-ce qu'on le sauve ou pas? Donc on va commencer par une discussion un peu libre, donc n'hésitez pas. Par exemple, tiens, en matière d'adaptation, je sais que t'as beaucoup de choses à dire, toi, Giboite. En termes d'adaptation, c'est un désastre, hein. Pour le coup. La raison du voyage initiatique, normalement, dans le bouquin, c'est pas un voyage initiatique. Normalement, il veut juste venger la mort de son oncle et Brom l'emmène pas du tout chez les rebelles. Brom, il est en mode ouais, je vais t'aider à buter les mecs qui ont buté ton oncle. Donc pour le coup, le côté débile du héros aveuglé par la vengeance fonctionne un peu mieux, quand même. Bon, après, j'essaye de sauver un truc très cliché, parce que bon, faut avouer que l'œuvre de base est quand même très cliché. Il y a plein de trucs qui vont pas, ça va trop vite, en fait. Le truc, c'est qu'ils ont voulu torcher en 1h30 un truc qui est assez dense, mine de rien. Et du coup, t'as l'impression que le pays, ça fait la taille du Luxembourg. Ça, c'est un peu le jeu des adaptations, parce que tu vois, comme c'est un film, c'était compliqué de faire un film sans terminer un peu par une grosse scène de baston finale, et je sais pas si... Moi, je sais pas, parce que... Bon, on prend le Seigneur des Anneaux, tu prends que le premier film Seigneur des Anneaux. Bon, le film dure 3 heures. Bon, c'est le double de Eragon. Alors déjà, il y a beaucoup d'adaptations par rapport au bouquin. Il n'y a pas Tom Bombadil, il y a plein de trucs qui ont très chaud. Mais je trouve qu'ils ont quand même réussi. Bon, le film est 2 fois plus long, mais je trouve que la sensation de distance, d'échelle, rend le truc plus grandiose, en fait. Et en fait, Eragon manque clairement de grandiose pour un univers de fantasy, alors que c'est clairement ce dont un univers de fantasy a besoin. Genre. Et pourtant, c'est les paysages de la Hongrie qui ont été utilisés pour le tournage. Ils sont superbes. C'est super. Les quelques plans qu'on voit un peu, effectivement, où tu les vois juste marcher dans la nature, c'est trop beau, quoi. Mais c'est tout que t'es très vite. Ouais, en termes d'adaptation, c'est du charcutage, hein. De toute façon, c'est tellement du charcutage que apparemment, une des raisons pour laquelle il n'y a pas eu de suite, c'est pas que parce qu'il a planté, parce que bon, il a coûté 100 millions, rapporté 240, mais c'est vrai que si on rajoute toute la partie marketing et tout, il a probablement coûté un peu plus cher que ça. Ouais. Mais en fait, j'ai lu un article en me renseignant sur le film, il n'a pas eu de suite, notamment parce qu'ils ont tellement tranché des éléments de l'histoire, genre notamment le fait que les nains ne soient pas là, le fait qu'il y ait plusieurs personnages extrêmement importants dans l'intrigue qui ne sont pas présentés dans le film, qu'ils sont en mode, mais en fait, on peut pas adapter le 2. Genre, il leur manquait trop d'éléments à l'intrigue. Alors, en vrai, ils ont les grandes lignes, quand même. C'est là que tu te rends compte que les grandes lignes de l'histoire, en vrai, sont pas foufou. Mais, ouais, non, c'est pas une bonne adaptation. Les autres? J'ai eu le même article pour le truc, et effectivement, enfin, moi, je connais pas le livre de base, donc je peux pas parler d'adaptation, mais rien qu'en film, y a pas grand-chose à en tirer. Et j'aime beaucoup que tu parles de grandeur, enfin, genre de fantaisie, parce que le pays a l'air tout petit et tout. Et pourtant, autant on croise beaucoup de personnages, autant j'ai l'impression que le pays est vide. Ils voient jamais personne. Il n'y a jamais de groupe de plus de 10 personnes. À part le combat à la fin, t'as jamais de groupe de plus de 10 personnes. T'as 5 paysans à un moment qui sont tapés dessus par des machins. Le village où il y a la bataille sur le pont qui explose et tout, tu vois 3 pélos dans le village. Enfin, tout est vide. Il n'y a personne dans ce pays. J'ai cherché, en fait, moi, s'il y avait une version Director's Cut. Je me suis demandé, parce que, encore une fois, le montage est très étrange, je me suis demandé s'il y avait des scènes qui avaient été enlevées, qui avaient été déplacées. Alors apparemment, il existe des scènes coupées, mais avec les scènes coupées, le film fait 2 heures, un tout petit peu plus de 2 heures. Ça voudrait dire qu'il y a genre 16 minutes de scènes coupées. Je pense pas qu'en 16 minutes, on peut rajouter tout ce qu'on pourrait rajouter pour qu'il y ait toutes les infos dont on a besoin. Je m'attendais, en fait, en cherchant ça, je me disais, ça se trouve, il y a une version qui dure 2h30 et que, vu qu'à l'époque, donc c'est sorti quand même en 2006, à part Le Seigneur des Anneaux, on n'avait pas forcément l'habitude des films qui duraient 2h30. Il y a Titanic. Ouais, mais Titanic, mais il y en a pas beaucoup, c'est... je suis d'accord. Hein. Mais il y en avait peu, c'est vrai que maintenant on est plus habitué, mais...
Ouais, voilà. C'est vraiment maintenant les Avengers, les machins comme ça, ça dure. Tu vas voir un film de 3h30, t'es pas tant étonné. Oui. À l'époque, c'était vraiment pas le cas. On était plutôt sur des 1h40, etc. Donc je me suis dit, en fait, c'est un film qui aurait mérité effectivement d'avoir beaucoup plus de temps. Là, en n'ayant pas lu le livre, on se rend bien compte que la puberté express de Saphira est très étrange. Oui, c'est très étrange. Mais même au-delà même du fait que le film aurait gagné à être plus long, je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont mal gérés et qui désamorcent complètement l'impact. Un truc tout con, par exemple, la toute première scène du film, c'est le grand méchant qui dit Pierre me manque. On le voit jamais avec sa pierre, tu vois. Si on le voyait caresser sa pierre et puis d'un seul coup il découvre qu'elle a disparu, il est vénère, tu vois. Ça donnerait un truc. Là, c'est absolument pas le cas. Donc, et c'est comme ça avec tout, ce qui fait que l'impact émotionnel, super souvent, ça marche pas parce que ça manque d'incarnation, parce qu'il manque des petits inserts, il manque des petits moments comme ça. Et puis pourquoi il dit ma pierre me manque ? Lui, c'est le grand méchant du film, c'est un dragonnier. Il sait que c'est un œuf de dragon. Pourquoi il dit ? On m'a volé mon œuf de dragon. Mais pour pas dire. Pour le suspense du film. Ouais, c'est ça. Faut pas spoiler. Mais oui, mais bon. Faut pas spoiler ce qui va se passer sur les 10 minutes plus tard, quoi. C'est le problème. Je trouve dans les adaptations, souvent les adaptations profitent de montrer des choses que tu ne vois pas dans les romans, parce que dans les romans, là c'est pas que Eragon, souvent t'es ancré sur un point de vue, le point de vue du personnage, soit à la première, soit à l'extérieur, etc. Tu vois rarement ce qui se passe du côté des méchants. Et souvent les films, quand ils font des adaptations, ils se permettent de se dire on va montrer ce qui se passe chez les méchants. Mais du coup, ça marche pas du tout. Ouais, c'est que des tropes de méchants très très méchants qui vont se menacer ou se punir les uns les autres parce qu'ils n'ont pas réussi leur mission. C'est naze, quoi. Et surtout, ça enlève. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas montrer le méchant. Il y a des films qui montrent des méchants un peu de cette manière-là et ça marche très bien. Mais moi, je trouve que ça enlève un côté menace. Je trouve que ça enlève l'oppression. Ça les ridiculise un peu. Ouais, en fait, le fait d'humaniser, le fait de voir le personnage, je trouve que ça humanise trop le méchant, ça le rend trop concret. Alors que justement, un méchant comme ça, quand on entend parler qu'en histoire, tu vois son armée qui oppresse, qui perdent etc. toujours. À chaque fois, ils essayent de faire un truc et ça marche jamais. Donc, c'est vrai tu les sens jamais vraiment menaçants parce qu'à chaque fois, ils essayent de faire un truc, le héros les déjoue leur truc et ça marche pas. Donc... Et puis ils rentrent et ils sont tout déçus. Ouais. Non, mais ça, c'est normal parce que le tome 1, c'est un nouvel espoir. Parce qu'ensuite, il y a le tome 2, l'aîné, et c'est l'Empire contre-attaque où les gentils perdent à la fin. C'est vraiment ça, hein, les gentils perdent à la fin du tome 2. C'est l'Empire contre-attaque. Murtagh, on apprend que c'est le frère et il s'est fait capturer entre temps, donc il devient méchant. J'aime bien parce que tu fais 2 spoils en un, tu spoil Star Wars et Eragon en même temps. Oh mais c'est bon, c'est sorti il y a 20 ans. C'est important de le dire parce que j'aime tellement pas Star Wars que j'avais oublié qu'il perdait à la fin du 5. Je l'ai pas dû le voir depuis 15 ans. Tu vas vraiment te faire défoncer dans les commentaires. J'assumerai ça. J'assumerai ça sur Twitter. Avec larmes et sans plaisir. Avec plaisir, pardon. Mais c'est vrai que revoir ce film et me renseigner moi sur un peu l'histoire des romans, etc. que je relirai avec plaisir en vrai quand même. C'est là que je me rends compte quand même des... c'est cliché, quoi. Enfin, c'est méga cliché. Et le bouquin est cliché aussi, même s'il est plus intéressant. On en a parlé tout à l'heure. How to Train Your Dragon, autrement dit le film Dragon avec Croque-Mou, etc., le film en animation. Il y a beaucoup de points communs dans l'histoire. C'est une histoire d'un roman un peu initiatique. C'est un jeune garçon qui découvre un dragon qui l'apprivoise, il monte sa relation et en même temps il devient petit à petit un peu adulte. Donc c'est exactement la même chose, mais simplement c'est la différence entre un film bien foutu, bien écrit, bien interprété. Et je trouve qu'il y a aussi beaucoup de problèmes, par exemple le choix d'avoir conservé, puisque c'est dans le bouquin, le fait que le dragon soit télépathe. Et du coup tu la vois jamais parler. Le fait qu'elle s'exprime pas, ça fonctionne pas vraiment. Le fait qu'au niveau de la 3D, ça c'est une direction de choix artistique parce que là, les images de synthèse sont pas mal. Mais au niveau du choix artistique, ils ont essayé de donner sur la tête du dragon adulte le même regard que la doubleuse, Rachel Weisz. Si vous regardez Saphira adulte et Rachel Weisz, en fait, elles ont la même gueule. Mais il y a un rendu un peu bizarre où c'est un rendu qui est un peu trop réaliste, qui est pas complètement expressif, et ça ressemble un peu, tu sais, au remake en 3D avec le remake live du Roi Lion, où ils ont fait des lions réalistes, mais qui du coup sont absolument pas expressifs. Le problème, c'est que Saphira, elle est pas très expressive non plus. Et il y a plein de petits trucs comme ça. Le fait qu'elle soit télépathe, on la voit jamais parler, ils se regardent vaguement dans les yeux, mais c'est tout.
le fait que au niveau de son visage, il y a un côté un peu uncanny valley, mais qui est pas lié à la technique, qui est vraiment lié au choix artistique, ouais, ça Alors, je suis pas totalement d'accord avec toi. En voyant le film, j'ai trouvé que le lien entre Eragon et Saphira, il me parlait. Genre, je le voyais, je me suis dit, j'y crois. Pourtant, je sais que c'est quelque chose qui est fait en 3D, qui n'était pas du tout sur le tournage. J'ai trouvé que c'était... Ce qui m'a plus dérangé, c'est le côté un peu cheesy de leur discussion, un peu paternaliste d'Eragon par rapport à elle, alors que vraiment c'est un dragon adulte et que il fait pas le poids. J'ai bien aimé leur relation de la même manière que j'ai bien aimé sa relation avec Brom. Et en fait, c'est très drôle parce que je vois tous les défauts qu'il y a dans ce film. Même avec son cousin, quand ils se battent au début, j'étais en mode mais ils sont cute, c'est des cousins, ils s'amusent et tout. Lui, il le vanne parce qu'il est revenu de la chasse, il a rien ramené. L'autre, il dit viens, on se bat dans le foin. J'étais alors ouais, en vrai, j'y crois. Au début, quand il y a le dragon qui naît, il commence à le caresser et tout. J'y crois. Après, effectivement, il n'y a pas le temps de développer. C'est-à-dire que c'est pas un film sur le développement de la relation entre Eragon et Saphira comme ça peut être dans How to Train Your Dragons. C'est Dragon en français. Où là, pour le coup, vraiment, la majorité du film, c'est sur ça et sur la relation avec son père. Là, il n'y a pas le temps de développer ça. Mais... j'ai bien aimé ce lien-là, j'ai pas trouvé ça vraiment mal fait. Par contre, la télépathie, je me suis demandé s'ils savaient pas trop ce qu'elle allait dire et qu'ils ont écrit les dialogues après. Moi, vraiment, qui n'ai pas lu le livre, quand j'ai vu la télépathie, je me suis dit, ils avaient pas le budget pour faire la synchro labiale, c'est une bonne idée. Ouais. Mais c'est aussi le fait que, par exemple, il y a un moment, ils font de la télépathie alors qu'ils sont en train de voler. Et tu sais, dans les trucs d'animation, ils mettent à fond les acteurs qui font les voix en situation pour faire en sorte qu'ils aient vraiment l'air essoufflés, en train de courir, etc. Et là, absolument pas. C'est-à-dire que tu les vois en train de voler. Ouais, mais dans leur pensée, quand même, quand mais t'es en train pas essoufflé. Quand tu cours, tu penses pas... Ouais, mais du coup, ça donne un truc complètement désincarné. Enfin, tu vois, si quand t'es en train de penser, quand t'es en train de courir, la voix que tu utilises pour t'exprimer, c'est pas une voix un peu essoufflée, ça casse complètement la scène, en fait. Je trouve que, pour le coup, moi, ça m'a pas dérangé parce que justement, c'est ce qui permet de différencier le fait que c'est pas leur voix et que justement, quand il hurle, on entend qu'il hurle. Et par contre, quand il va penser, ça va être sa voix juste apparemment, en français, ils ont mis une réverb, donc peut-être qu'on a moins ce truc, ça casse. Il y a une légère réverb qui fait que tu comprends bien que c'est le moment parfois, il y est télépathique ou pas. Il y a vraiment un moment où j'avais l'impression qu'il parlait et il parlait pas, et du coup, c'est chelou, ils ont oublié de mettre le moment où il parle sur le film, et puis j'ai compris après que c'était de la synchro, que c'était de la télépathie. Ouais. Genre un peu bugué sur le truc quand même. Après, voilà, dans les bons points, on l'a un peu évoqué en discutant. Moi, les effets spéciaux, je me dis, putain, 2006, en vrai, ça vieillit plutôt bien. Et en fait, c'est là où est passé tout le budget, et notamment la bataille finale contre le dragon de fumée, qui rend plutôt bien aussi. Elle est super. Ouais. Parce que le film, il coûte $100,000, et du coup, je me suis amusé. 100 millions. 100 millions, pardon. 100 000, c'est... Ouais, franchement, ils s'en tirent vraiment bien. Il a coûté $100. 100 millions de dollars. Et du coup, j'ai un peu regardé. Bon, j'ai regardé le budget du film Seigneurs Anneaux, mais comme c'était pas la même économie, mais les Seigneurs Anneaux, grosso modo, les 3 films, c'est 300 millions. Donc, en gros, ça a coûté le même prix qu'un seul film Seigneur des Anneaux. À peu près, ça coûte plus cher que le premier film. Mais de la même année, il y a Casino Royale qui est sorti la même année et Mission Impossible 3. Donc, gros film. Casino Royale, qui est un James Bond assez sage, on va dire, en termes d'action, 72 millions. Mission Impossible 3, là, c'est du Mission Impossible. Il y a de l'action, il y a des explosions et tout. 150 millions. Et là, je me dis, putain, Eragon, ça a coûté ultra rush. Et en fait, c'est là où je me dis, parce qu'en vrai, à le regarder, moi, je l'ai un peu aimé quand même. Je crache dessus, mais en vrai, je l'ai un peu aimé. Mais ouais, tu sens qu'ils avaient envie de bien faire. Mais ouais. Mais qui sont pas très doués. Comme ça fait longtemps que j'ai pas lu les bouquins, j'ai complètement exclu cette partie-là. J'ai pardonné, on va dire, ce charcutage d'adaptation. Et j'ai juste vu une bonne série B, tu vois, enfin une série B fantasy mal faite, mal jouée, avec des bons effets spéciaux. Mais pas tant. Mais je vais en parler après. Mais quand même. J'ai vu plein de films de fantasy. Oh, il y a pire. Mais il y a. Avec Jeremy Irons, Donjons et Dragons, putain, il joue le méchant dans ce Donjons et Dragons, Jeremy Irons. Non, mais il y a plein de. Et franchement, j'ai revu Willow il y a pas longtemps. Willow. J'adore Willow. Je suis fan absolu. J'ai beaucoup aimé aussi. Mais en vrai, il y a un côté hyper cheap dans Willow. Bah oui, mais c'est pas la même époque. Pas la même époque et le côté merveilleux fonctionne vachement mieux. Je parle même pas des effets spéciaux, je parle du jeu des acteurs, je parle du côté hyper cheesy, hyper exagéré. En fait, alors ce qui est étrange dans le film d'Eragon, c'est qu'ils cabotinent tous de manière différente.
Donc ça donne une espèce de salade un peu étrange, là où dans Willow, tout le monde cabotine un peu pareil. Mais j'ai pas trouvé, même au niveau de l'éclairage, au niveau de la photo, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais film d'Heroic Fantasy. Mais pour moi, la réal est bonne. Ah non. Enfin, elle est bonne. Elle est ok. Elle est ok. Elle est pas, voilà. Mais en fait, c'est parce que les effets sont vraiment bons. Genre, là-dessus, comme il l'a dit, quand j'ai relancé le film, je m'attendais à voir un vieux dragon en pâte à modeler. Et en vrai, non, il passe bien. Et en vrai, vu ce que nous servent les blockbusters en FX actuellement, franchement... C'est pas la technique, hein. Moi, c'est pas la technique que je critique sur le film. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça, la réal est pas excellente. Bon, le montage est... Voilà. Mais l'image est ok, les FX sont plutôt pas mal, ça tient bien. Moi, le truc, c'est que les personnages, j'arrive pas à m'y accrocher. J'arrive pas à m'y attacher. J'ai l'impression qu'Eragon, il est censé faire un voyage initiatique. C'est vraiment toute la définition même du voyage initiatique, c'est vraiment ce qu'il fait. Ben à la fin, j'ai pas l'impression qu'il a évolué en tant que mentalement. Physiquement, peut-être, il fait plus de sorts, il est plus balèze. Alors mentalement, il est pas évolué. Et le fait qu'il ait évolué physiquement, à quel moment ? Parce que bon, voilà. La mort de Brom, le passage sur le dragon est très beau et je trouve que c'est une excellente idée. Par contre, Brom, c'est un vieux relou depuis le début et enfin, je me suis pas senti triste pour lui à aucun moment quand il est mort. Arya, à la fin, je me suis vraiment fait. Donc, elle est diaphane. Hein. La pauvre actrice, elle joue pas mal, mais putain, elle a rien à jouer, quoi. Bah, elle a rien à jouer et surtout, enfin, je dis, le personnage est horrible parce que t'as Eragon, il va la sauver une fois, elle est blessée, il la ramène chez les Varden pour la soigner et quand lui il est blessé, elle se barre. Ouais, mais c'est en fait, ils ont voulu forcer, parce que Arya elle est présente dès le premier bouquin pour le coup, mais en vrai elle est pas là du bouquin. Genre vraiment, quand ils vont normalement dans le bouquin, en fait, il se fait capturer dans la même forteresse où elle est emprisonnée, parce qu'ils étaient pas loin. Et en fait, en s'enfuyant, ils la trouvent dans une cellule et ils font ah putain, je crois qu'ils la voient en vision à un moment ou quoi. Ils disent faut que je la sauve. Donc ils la sauvent à ce moment-là complètement par hasard. Et comme elle est endormie pendant tout le truc, t'as pas de discussion, t'as pas de lien, etc. Tu sais juste vaguement que c'est elle, à cause d'elle, que l'œuf est arrivé là-bas. C'est tout. Et en fait, le personnage, normalement, a de la substance à partir du tome 2. C'est-à-dire, dans le premier tome, en fait, elle est inconsciente le 3/4 du temps, et c'est à partir du tome 2, ou un peu dans le tome 1 et dans le tome 2. Et genre, ils ont essayé de forcer un truc avec ce personnage-là, parce que c'est un personnage important du livre. Le problème, c'est que ça marche pas du tout, parce que normalement, on s'en fout de ce personnage pendant le 3/4 du temps. Bah là, du coup, c'est uniquement à demoiselle en détresse, quoi. C'est ça. Et alors qu'à partir dans la suite, en fait, c'est techniquement la bataille finale, c'est grâce à elle qu'il la gagne, parce que bon, il y a tout un truc avec une pierre chez les nains. Bon, bref, j'épargne les détails. J'ai encore des cailloux, putain. Non, mais oui, les nains et les cailloux, hein, ils sont fatigants. Ils sont les cailloux. Le plus gros problème du film, c'est le rythme. Ça va trop vite. Il y a trop. En fait, ils ont voulu mettre trop de trucs et en même temps pas assez, je sais pas comment dire. Alors ça va trop vite, mais t'as des scènes qui sont très longues. Là, je trouvais que la bataille de bâton entre les cousins au début, c'était interminable. La scène avec les faisans, on en parlait, c'était très long. T'avais des scènes dans les auberges qui sont très longues. La scène avec la diseuse de Bonaventure, pareil, ça dure 5 minutes, putain. C'est vraiment la première moitié, premier tiers du film. On dirait qu'ils sont rappelés qu'il y avait une histoire à raconter au bout de la moitié, qu'ils ont dit genre, mince, il y a encore plein de choses à mettre, on accélère. Mais en fait, ils ont essayé, parce qu'en gros, tous les personnages, genre le cousin et la voyante, c'est des personnages qui sont importants dans les bouquins, parce que le cousin, c'est quasiment le personnage principal du deuxième tome, en fait, où en fait, dans le deuxième tome, quand tu démarres, tu suis pas du tout Eragon, tu suis le cousin. Tu suis Roran, c'est pour ça. Tu suis Roran dans le deuxième tome au début, parce que, en fait, lui, normalement, il se barre pas pour. Enfin, il se barre pour pas être raflé, mais il se barre surtout pour se marier. En fait, il est amoureux d'une nana, il va se marier, et il devient forgeron. Sauf qu'en fait, ils se font attaquer par l'armée du méchant qui pourchasse Eragon et qui du coup met à sac tous les villages parce que ils ont aucune notion d'économie et du coup ils détruisent leur propre pays. Oui, ça me rappelle quelque chose. Et du coup, Roran, il est en mode on s'enfuit avec ma famille et les survivants de son village. Et en fait, il a un autre parcours initiatique en mode leader du peuple. En gros, il se bat avec son marteau de forgeron. C'est le meilleur personnage du bouquin. C'est en mode, c'est le leader du peuple, mais qui lui, il a pas de pouvoir magique. C'est pas un guerrier, c'est juste un mec balèze parce qu'il est forgeron et qui se retrouve avec sa femme qui est avec lui, qui devient une guerrière avec lui, etc. Alors qu'elle est enceinte. Attends, il se bat avec un marteau ? Il se bat avec un petit marteau de forgeron. Ouais. Est-ce que sa femme a la faucille ? Non, je sais pas si elle a la faucille, mais genre.
Mais en fait, c'est sur lui qu'ils auraient dû faire le film. Et du coup, dans le film, ils ont voulu le présenter en se disant, il y a une suite, et dans la suite, il est important. D'accord. Et la voyante, c'est pareil. Normalement, la voyante, elle arrive dans la ville à la fin, parce que c'est un personnage hyper important, parce qu'elle a des voyants. Elle a des visions. Elle a des voyants. Elle a des voyants. Elle brille. Est-ce que c'est pas un film qui a été fait un peu trop vite pour surfer sur le succès du Seigneur des Anneaux, et en essayant d'adapter les bouquins, en pensant déjà au fait qu'ils allaient faire une trilogie, mais en passant pas assez de temps à l'écriture pour faire en sorte que le premier film soit intéressant? À cette époque-là, il y avait le Seigneur des Anneaux, il y avait Harry Potter, il y avait Pirates des Caraïbes. Ouais, Pirates des Caraïbes, genre vraiment, c'était le mode... mais je pense que ça a été l'adaptation de trop, quoi. Enfin, Pirates des Caraïbes, c'est pas une adaptation d'un livre. Du parc d'attractions. La temporalité est que le livre est sorti en 2002, le film est annoncé en 2004. Ouais, non, c'est super court. Et il est sorti en 2006. Et il est sorti en 2006. Avec j'imagine la post-prod qu'il y a eu sur le dragon, ça a dû être super long à faire. Et sur le montage, je me suis intéressée, alors je me souviens plus de son nom, je suis désolée, mais j'ai regardé qui avait fait le montage du film. Je sais pas trop ce que ça m'a apporté comme information, mais pour le coup, c'est un monteur qui a fait beaucoup de films, et il a fait énormément de montage sur les films de Tim Burton, que ce soit les anciens, autant que les nouveaux. Genre le dernier film, je crois que le dernier film qu'il a monté, c'est Dumbo. Oula. En 2019. Je l'ai pas vu, mais mauvaise réputation, hein, putain. Mais il a aussi fait Big Fish, il a aussi fait... Donc, c'est pas quelqu'un qui était sur son premier montage, quoi. Donc, et au niveau de la production, je sais pas trop ce qu'on leur a demandé. C'est vraiment très étrange. On a l'impression qu'il y a eu un peu une opération chirurgicale mal foutue sur ce film. On a enlevé des trucs, on en a rajouté pour en faire un autre film que l'adaptation. En tout cas, le résultat est discutable. Mais moi, je pense que t'as tout dit. Il y a Seigneur des Anneaux qui s'est terminé il y a 3 ans. Il y a la saga Harry Potter qui bat encore son plein à ce moment-là. Et ils se sont dit, là, il y a cette saga littéraire qui est en train de sortir, qui est Success Story, c'est écrit par un gamin de 19 ans, publié par la maison d'édition de papa, mais ça reste le bouquin, il reste quand même plutôt bon, en vrai. Ouais, et puis il est populaire, il est vachement vendu. Il est ultra populaire, et ils se sont dit, mais ça va, c'est bankable, quoi, ça va se vendre et tout, et du coup... le truc, c'est que ça s'est retrouvé dans les mains de Feigman, là. Enfin, Feigman, Frank Meyer. Et le pauvre, je me dis, putain, le mec... Parce que quand tu regardes la liste de films sur lequel il est directeur VFX, genre, il y a Jurassic Park, il y a Terminator 2. Genre, le mec, les VFX sont bons. Il a un curriculum de malade. Il se retrouve enfin réal, mais comme c'est un mec qui est pas réal à la base, qui se retrouve réal, ils l'ont mis sur un gros film de commande qui est pas bien. Ouais, j'aurais préféré des effets spéciaux moins bons et une histoire mieux racontée, quoi. Il a quand même été assistant réel sur Galaxy Quest, qui est en vrai vraiment bien. Et la réelle de Galaxy Quest, elle est bonne, tu vois. Ok les gens, donc on a bien discuté, c'est le moment de trancher, c'est le moment du tour de table. Est-ce qu'on sauve le film ou pas? Je t'écoute, Tude. Pour moi, non. Enfin, j'ai passé un bon moment, viteuf, quand je l'ai revu. Puis quand je me suis rappelé que je devais le revoir, j'ai fait, ouais, non, vraiment non. Giboite? Surprenamment... Ouais, je le sauve. J'enlève tout le côté budget de 100 millions et tous les trucs qui vont pas. En vrai, je me suis pas ennuyé. C'était une série B. Bon, une série B de 100 millions de dollars, mais une série B devant laquelle je me suis amusé. Léa? Complètement d'accord. Moi, ce que j'attends d'un film, c'est pas de savoir combien il a coûté, c'est de savoir est-ce qu'il me divertit. Et en l'occurrence, Eragon m'a diverti, donc je le sauve. Eh ben on va se retrouver dans la merde parce que nous sommes 4 et moi j'ai pas envie de le sauver. En fait, le fait que ce soit une série B, aucun problème avec ça. Par exemple, en ce moment, il y a plein de séries B qui sont des sous-John Wick, et il y en a qui sont très cool, il y en a qui sont très ratés, il y en a qui sont très cool. Et le fait que, peu importe le budget, mais que ce soit pas du top tier, aucun problème, ça peut être très sympa malgré tout pour un samedi, pour un dimanche soir, un truc comme ça. Mais je trouve qu'en matière de rythme et tout, c'est laborieux. Enfin, vraiment, j'ai pas passé un super moment. Non, après je rigole. J'ai passé un bon moment devant, mais il est pas à sauver. Ça, je sais pas, tu le recommandes vraiment à des gens pour un dimanche soir, quoi? Non. Ah, moi, je le recommanderais. J'ai envie de le sauver, mais je ne le recommanderais pas. Ah, moi, je le recommanderais. En fait, tu le sauves par nostalgie, pas par. Non, c'est même pas par nostalgie, parce qu'il l'a détesté à l'époque. Ah, ouais, non, en fait, je le sauve parce que je l'ai plus apprécié là, en le revoyant,
que à l'époque. Non, à l'époque, je l'ai haï. J'ai haï ce film, ça m'avait détruit un de mes trucs préférés à ce moment-là. Mais je pense que, en fait, moi, je suis très sensible à l'injustice. Et non, mais. Donc elle va sauver tous les films qu'on va mater. non, pour le coup, je suis très sensible à l'injustice. Et vraiment, Eragon, c'est un film que je ne voulais pas voir. Quand j'ai vu qu'on allait travailler sur ce film-là, j'étais genre, oh là là, j'ai vraiment pas envie de le voir. Je n'ai entendu que des mauvaises choses. Tous les gens ont dit vraiment Ça, Eragon. c'est les a priori, ça, c'est pas grave. Ouais. Purge. Et je l'ai regardé et j'étais là, mais bah non, c'est pas. Et j'ai vu des films d'Heroic Fantasy tellement pires. Donc tu le recommanderais à des potes qui l'ont pas vu? Ouais, je serais là, bah vas-y, regarde Eragon. Bah moi non. Clairement non. Ça dépend du cadre et ça dépend des substances prises avant. Non, bah ouais. Bah à ce moment-là, tu proposes tous les films. Mais c'est ça, là, tu proposes. Non, mais genre, en fait, vu qu'il y a le rythme est éclaté, en fait, enfin, il y a beaucoup de conneries à dire, et donc à mettre avec des potes, des bières, il y a quand même des conneries à dire, quoi. Mais sinon. Bah, dans ce cas, on le classe en nanar. Tu peux dire que c'est un bon nanar, mais ça veut pas dire que t'as envie de le sauver. C'est pas un nanar. Mais. Il a pas assez de défauts pour être un nanar. Il a vraiment pris cher à cause du fait que la saga des bouquins était hyper populaire. Beaucoup de gens ont lu les bouquins et ont été hyper déçus par les films, et je peux comprendre. Je pense que j'aurais lu les bouquins, j'aurais été déçue. C'est-à-dire que je propose qu'en matière de parité, on va dire qu'on est d'un tempérament gentil et que si la moitié des gens ont envie de le sauver, on sauve le film. Alors moi je vais juste rajouter un truc, c'est que c'est un film dans le genre Heroic Fantasy et fantasy. Et il n'y a pas beaucoup de films dans ce genre-là, et ça coûte très cher. Et du coup, moi c'est un peu pour ça aussi que j'ai quand même un peu envie de le sauver. C'est que c'est un genre où il y a tellement que des mauvais films que bah lui en vrai il est. Alors c'est un peu nivelé par le bas, c'est un peu l'argumentaire. C'est le cousin un peu simplet, mais on l'aime quand même. C'est un peu comme il est meilleur que de la purge, bah du coup je le sauve. Il y a un peu cet argument-là, bah ouais. Je l'assume comme ça, tu vois. Ok, bah écoute, dans ce cas, c'est ton choix. On reste à moitié-moitié. Donc, comme on est d'un naturel gentil, quand on est à 50-50, les gens qui veulent sauver le sauvent. Donc, ça veut dire que Eragon, on réanime et on lui donne du love. Ouais. J'ai un peu le seum. Et dans ce podcast, on termine par 2 recommandations. Léa, c'est quoi ta recommandation ? Il y a un film qui est depuis 40 ans dans un cinéma qui s'appelle le Rocky Horror Picture Show au Studio Galant. Voilà, mais non, c'est quoi ? Bah, vas-y, franchement. Bah non, moi je connais pas, c'est à toi de... C'est quoi le principe ? C'est un film interactif, on va lancer du riz dans la salle, de l'eau, il y a des gens qui dansent devant l'écran, voilà, c'est un film des années 70, très sympathique, je recommande d'aller le voir au cinéma du Studio Galant, voilà. Trop cool, j'y vais le samedi prochain. Et pour la seconde recommandation, J-Boîte, je crois que tu as un truc à nous proposer. Ouais, alors c'est un film qui raconte l'histoire de la chanteuse Alizée qui est du coup très très jeune. Et il y a un vieux monsieur qui vient la voir et qui a... Oh mon Dieu, c'est le patriarcat. Donc c'est super, on va essayer de retrouver de quoi tu parles et justement on en parlera au prochain épisode. Très bien les gens, c'est la fin de l'épisode. Si l'épisode vous a plu, un petit like sur votre plateforme d'écoute, ça nous fait toujours plaisir. Et sinon, on vous fait tous des bisous. Bisous. Salut. Bisous. Ciao. C'est le moment où, si ça vous dit, j'ai un quiz à la con. Vas-y. Est-ce que ça vous dit ? Oh oui. Oh oui. Alors, j'ai un quiz. Le quiz, ça s'appelle À peu près Eragon. C'est très drôle. vrai. Le quiz, ça s'appelle, À peu près Eragon. La réponse à chaque fois, c'est Eragon, mais à peu près. Donc, je vais vous donner un exemple. Une ancienne première ministre qui a fait beaucoup de 49.3, c'est Elisabeth Eragon. Okay. C'est de ce niveau-là. Ok. Donc, vous êtes prêts, c'est parti. Alors, donnez-moi les céréales Kellogg's du petit déjeuner. Ceux avec des pétailles de maïs, c'est les... Eragon Flex. Oui. Oh putain, je suis fan. C'est un groupe de hard rock. Le chanteur principal, c'est Axl Rose. Ah, Eragon and Roses. C'est une chanson disco chantée par Patrick Hernandez. Eragon to be alive. Eragon to be alive. Oui. Ouais, bien joué. Alors, au cinéma et à la télévision, pour capter les images, on utilise des... Eragon. Attends, recommence. Pour filmer, tu filmes avec une... Eragon. Caméra. Ah, une Eragon, une caméra Eragon, genre Canon. Cameragon. Ah, mais oui.
Il y a une chanteuse, La Rousseau. Sa seule chanson à La Rousseau, c'est quoi? Ah, moi non plus. Accroché au téléphone. Accroché à l'Eragon? Tu m'oublies Ragon. Ah, Je crois qu'on a un problème de génération. Oui, c'est possible. Voilà, c'est pour tout le monde là. Une expression française, absolument rien à voir. C'est quand tu dois expliquer que tu as dû faire le choix entre deux trucs qui étaient horribles. Par exemple, aux dernières élections, j'ai eu le choix entre... Choisir entre la peste et le choléragon. Oui, magnifique. Et enfin, la dernière, c'est sur Saphira. C'est un chant révolutionnaire français super connu. Saphira, les Aristochats à la lanterne. Et voilà, c'était la fin, merci pour tout. Au revoir. Ciao. Et c'était le quiz à la con.